Vous y voilà. Tandis que vous prenez place à bord de votre sous-marin, l'appréhension vous gagne. Vous vous apprêtez à plonger à plusieurs centaines de mètres pour explorer les abysses. Mais tant de choses pourraient mal tourner. Panne technique, pression écrasante, créatures marines d'épouvante et des bruits étranges. En effet, un bourdonnement énigmatique émane des profondeurs. Plus troublant encore, il ne semble se manifester qu'à l'aube et au crépuscule. Ce son pourrait jouer un rôle similaire à celui d'une cloche annonçant l'heure du repas, car il semble être lié au déplacement de vastes bancs de créatures marines en quête de nourriture. Mais cela reste encore une hypothèse. Grâce à des microphones sous-marins extrêmement sensibles, des chercheurs ont capté un bourdonnement de basse fréquence entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Ce son, bien que perceptible, ne dépassait que de 3 à 6 décibels, le bruit de fond habituel de l'océan. À titre de comparaison, un chuchotement dans le calme d'une bibliothèque atteint environ 30 décibels. Ce phénomène acoustique se distinguait par une tonalité oscillant entre le bourdonnement et le ronronnement. Le plus intriguant, malgré leurs efforts, les scientifiques n'ont pas réussi à identifier avec certitude l'espèce à l'origine de ce son. L'origine de ce son se situe à une profondeur connue sous le nom de zone crépusculaire. Cet espace plongé dans l'obscurité est pauvre en nutriments et privé de lumière solaire indispensable à la photosynthèse. La faune qui y prospère dépend des particules organiques en suspension et des organismes morts tombant des couches supérieures. Malgré cette apparente austérité, la zone crépusculaire est loin d'être désertique. Une étude de 2015 suggère que jusqu'à 90% des poissons de la planète pourraient y résider, parmi lesquels de nombreuses espèces encore inconnues. Revenons à ce bruit énigmatique. Les chercheurs estiment qu'il pourrait être lié à la migration verticale de petites créatures marines, comme les poissons, les crevettes et les calmars. Ces animaux remontent vers la surface au crépuscule pour se nourrir de plancton, profitant de l'obscurité pour échapper aux prédateurs. À l'aube, ils replongent dans les profondeurs pour se cacher. Ce phénomène, l'un des plus vastes déplacements d'animaux sur Terre, mobilise chaque jour des milliards d'organismes. Les scientifiques supposent que ce bourdonnement accompagne cette migration, servant peut-être de moyen de communication ou de coordination. Il pourrait également signaler au groupe le moment propice pour remonter se nourrir. Si cette hypothèse se confirme, elle permettrait de mieux comprendre la vie dans les profondeurs abyssales. Longtemps considérée comme le royaume du silence, la zone crépusculaire pourrait en réalité abriter des interactions sociales et des comportements bien plus élaborés qu'on ne l'imaginait. Mais l'océan n'est pas le seul à produire des sons étranges. La Terre elle-même émet un bourdonnement incessant. Ce phénomène, inaudible à l'oreille humaine, n'a aucun lien avec les tremblements de terre. Il résulte de vibrations infimes et continues au sein de la croûte terrestre, si faibles qu'elles ne peuvent être détectées qu'à l'aide d'équipements spécialisés. Connue sous le nom d'oscillation libre, cette résonance, observée depuis longtemps par les scientifiques, a pu être enregistrée. Les séismes, en revanche, sont les mouvements du sol les plus perceptibles. D'après l'Institut d'études géologiques des États-Unis, la Terre en subit environ 5 millions chaque année. Parmi eux, seuls 100 000 sont assez puissants pour être ressentis, et une centaine provoquent des dégâts significatifs. Même lors des accalmies entre deux séismes, la Terre vibre en permanence sous l'effet de mouvements imperceptibles. Contrairement aux secousses brutales des tremblements de terre, ce bourdonnement est constant et régulier, résultant de l'activité microsismique. Les sismomètres, instruments mesurant les vibrations du sol, sont capables de capter ce phénomène partout sur Terre. Depuis des années, l'origine de ce bourdonnement fait débat parmi les chercheurs. Certains l'attribuaient aux vagues pénétrant profondément le fond marin, d'autres à la collision entre les vagues de surface. En 2015, il a été confirmé que ces deux mécanismes contribuaient à la vibration permanente de la planète. Si ce phénomène avait déjà été enregistré sur Terre, les données sous-marines sont désormais bien plus précises et détaillées. Pour l'étudier, les scientifiques ont déployé des sismomètres au fond de l'océan Indien, près d'une île à l'est de Madagascar. Entre septembre 2012 et novembre 2013, 57 sismomètres autonomes ont ainsi été répartis sur une zone de 2000 km². Conçus pour atteindre le plancher océanique, ces appareils enregistrent les vibrations les plus infimes. Durant ces 11 mois d'études, les chercheurs ont filtré les interférences liées aux vagues et aux courants marins.
Ils ont ainsi pu isoler des signaux clairs et constants du bourdonnement terrestre, avec des pics de fréquence compris entre 2,9 et 4,5 MHz, bien en deçà du seuil de perception humaine, fixé à 20 Hz. La détection du bourdonnement terrestre depuis les abysses dépasse le cadre de la simple curiosité scientifique. Elle offre aux chercheurs une nouvelle approche pour analyser la propagation de l'énergie à travers la croûte et le manteau terrestre. Le monde qui nous entoure regorge de sons énigmatiques, dont certains demeurent inexpliqués. Parmi eux, le bloop demeure l'un des plus fascinants. Enregistré en 1997 par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, NOAA, ce puissant son sous-marin d'une minute débuta par un grondement sourd avant de voir sa fréquence s'intensifier. D'une intensité telle qu'il fut capté sur 4 800 km, le bloop alimenta d'abord les spéculations sur l'existence d'une gigantesque créature marine encore inconnue. Toutefois, la NOAA établit plus tard qu'il provenait vraisemblablement du village d'iceberg, lorsque d'immenses blocs de glace antarctique se détachaient avant de s'écraser dans l'océan. D'autres sons marins demeurent tout aussi énigmatiques. Julia, un étrange murmure, pourrait être lié au raclement d'un iceberg sur le fond océanique. Un autre, baptisé « train », évoque le roulement sur une voie ferrée et semble provenir de la mer de Ross en Antarctique. Quant à l'upsweep, un bruit saisonnier strident enregistré dans le Pacifique depuis 1991, son origine exacte demeure indéterminée malgré des années de recherche. Le monde sous-marin révèle aussi des sonorités singulières assimilables à des chœurs de poissons. Au large de Port Hedland, en Australie occidentale, des scientifiques ont découvert que certaines espèces marines chantaient en synchronisation à l'aube et au crépuscule, à la manière des oiseaux. Sur une période de 18 mois, les chercheurs ont recensé une multitude de sons, notamment les appels sourds et profonds des cichlides, comparables à des cornes de brume, ainsi que les séquences rythmiques « ba-ba-ba » des platax. Ces chants, caractérisés par des motifs répétitifs se superposant au sein de vastes groupes, jouent un rôle essentiel dans la reproduction, l'alimentation et les dynamiques territoriales. Les abysses réservent également leur lot de mystères acoustiques. Les chercheurs de la NOAA ont exploré les sons émanant du Challenger Deep, le point le plus profond de la fosse des Mariannes. Grâce à un microphone encapsulé dans du titane, capable de résister à une pression dépassant 1000 fois celle de l'atmosphère au niveau de la surface, ils ont enregistré, durant 23 jours, une myriade de bruits allant du chant envoûtant des baleines au grondement lointain des séismes. Si les profondeurs de l'océan regorgent de sons énigmatiques, la terre ferme n'est pas en reste. L'un des phénomènes les plus déroutants est un bourdonnement grave entendu dans des régions précises, comme Taos, au Nouveau-Mexique, ou Bristol, en Angleterre. Décrit comme un léger vrombissement évoquant le ronronnement d'un moteur, ce bruit demeure une énigme. Certains chercheurs avancent l'hypothèse d'un phénomène psychologique, où l'attention des individus se focaliserait sur des sons de fond habituellement ignorés. À ce jour, aucune explication définitive n'a été trouvée. Même les formations rocheuses sont capables de chanter. Le Rainbow Bridge, une arche de grès de 90 mètres de haut située dans l'Utah, vibre à la manière d'une corde de guitare sous l'effet des ondes sonores, des séismes éloignés ou des vagues du lac Powell. Les scientifiques analysent ces fréquences pour évaluer leur impact sur la stabilité de la structure au fil du temps. Fait intriguant, certains visiteurs affirment entendre de légers bourdonnements en s'approchant du site. Le ciel, lui aussi, réserve ses propres harmonies étranges. Depuis des siècles, les populations des régions polaires rapportent entendre des crépitements, des sifflements et des claquements accompagnant les aurores boréales. Un chercheur finlandais a réalisé les premiers enregistrements de ces sons et identifié leur origine, des décharges électriques dans la basse atmosphère, à environ 70 mètres du sol. Alimentées par des tempêtes magnétiques, ces charges produisent de faibles sons perceptibles lors des nuits claires et calmes. D'autres phénomènes naturels génèrent des sons aussi puissants qu'intrigants. Le frottement des icebergs sur le fond marin et l'activité volcanique sous-marine engendrent des grondements, des crépitements et des gémissements que les scientifiques analysent pour mieux comprendre les dynamiques glaciaires et géologiques. Quant à moi, je produis aussi mon lot de bruits étranges, mais c'est un sujet pour une autre vidéo, ou peut-être pour mon prochain bilan médical. Il y a 66 millions d'années, peut-être au mois de septembre, un énorme astéroïde a percuté la Terre, semant le chaos et la dévastation. Les conséquences tragiques de cette collision terrifiante
ont entraîné l'extinction des dinosaures. Oui, je veux parler de l'astéroïde de Chicxulub qui a laissé un énorme cratère au Mexique et a changé la vie sur Terre pour toujours. Aujourd'hui, il s'avère que ce n'est pas la seule roche cosmique à avoir frappé notre planète à cette époque. Les scientifiques viennent de confirmer l'existence d'un autre astéroïde. Ce deuxième astéroïde n'était pas aussi gros que Chicxulub, mais il a tout de même eu un sacré impact. Il s'est écrasé au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, s'enfonçant dans l'océan et laissant derrière lui un cratère, le cratère Nadir. Et croyez-moi, ses effets sont loin d'avoir été insignifiants. L'impact a été si puissant qu'il a déclenché un véritable tsunami. Ces vagues se sont dressées à plus de 790 mètres de hauteur, soit presque la taille de Burj Khalifa, la plus haute structure jamais construite par l'homme. Mais comment en sommes-nous arrivés à la conclusion qu'il y avait eu un deuxième impact? Wisden Nicholson, de l'université Heriot-Watt, a repéré le cratère Nadir en 2022. Le docteur Nicholson examinait des images à haute résolution du plancher océanique lorsqu'il a remarqué une énorme dépression de 9 km de large, sous près de 305 mètres d'eau. Il a pensé qu'il pouvait s'agir d'un cratère d'impact d'astéroïdes, mais à l'époque, les preuves dont il disposait n'étaient pas suffisamment solides. Aujourd'hui, les scientifiques ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un cratère. Un deuxième astéroïde a bel et bien frappé la Terre à l'époque de l'extinction des dinosaures. Voyons maintenant comment ils ont compris cela. Tout d'abord, il y a eu ces images sismiques 3D de très haute résolution. Elles ont permis aux chercheurs de séparer les couches du plancher océanique et d'obtenir une vue parfaitement nette du cratère. C'est un peu comme quand on passe d'une échographie floue à des scans en 3D où tous les détails sont visibles. Leurs conclusions ont confirmé que le cratère avait été créé par un astéroïde d'une largeur comprise entre 457 et 500 mètres. L'impact a été si intense qu'il a produit un pic central, formé des crêtes autour du cratère et même endommagé une zone périphérique de plusieurs milliers de kilomètres. À l'aide de ces images très détaillées, les scientifiques ont réussi à reconstituer ce qui s'est passé juste après que l'astéroïde a heurté la surface de notre planète. Il a d'abord percuté l'océan, créant un premier cratère en forme de cuvette. Au fur et à mesure que l'onde de choc s'est propagée, les fonds marins ont été si violemment secoués qu'il y a eu plusieurs glissements de terrain. Les sédiments meubles entourant le cratère se sont effondrés vers l'intérieur, créant un rebord bien visible. Comme vous le savez déjà, l'impact a également déclenché un tsunami dont la puissance a été telle que les vagues ne se sont pas contentées de s'étendre vers l'extérieur, mais se sont retournées vers le cratère, laissant d'énormes cicatrices sur le fond océanique. Et il ne s'agissait pas d'une seule grande vague. Non, il y en a eu toute une série, une succession de tsunamis détruisant tout sur leur passage. Ce deuxième impact d'astéroïde est un événement majeur pour les scientifiques. C'est une occasion rare pour eux d'étudier un cratère d'impact marin dans ses moindres détails. Il n'existe qu'une vingtaine de cratères marins confirmés dans le monde, et aucun d'entre eux n'a été observé avec une telle précision. En outre, ces données permettent aux scientifiques de tester de nouvelles idées sur la formation des cratères en milieu aquatique. Contrairement aux cratères terrestres, les cratères marins sont cachés sous des couches de sédiments, ce qui les rend difficiles à étudier. Mais grâce à cette nouvelle imagerie en 3D, nous pouvons observer le cratère sur toutes ses couches. C'est comme si l'on coupait un gâteau pour voir de quoi il est fait. Le docteur Nicholson et son équipe rêvent maintenant de réaliser des forages dans le cratère afin de prélever des échantillons dans les profondeurs du plancher océanique. Cela leur permettrait de mesurer la pression de choc lors de l'impact et de comprendre ce qui s'est passé dans les minutes, les heures et les jours qui ont suivi la collision. Bien entendu, l'astéroïde de Chicxulub reste la vedette de l'extinction des dinosaures. Ce voyageur de l'espace était gigantesque. Il mesurait entre 10 et 14 km de large. Il a heurté la Terre sous un angle dévastateur, projetant des roches et des gaz vaporisés dans l'atmosphère. Il a provoqué un hiver d'impact qui a duré 15 ans, car tous ces éléments ont bloqué le Soleil et plongé la Terre dans l'obscurité. Le plus intriguant, c'est que certains experts pensent que l'astéroïde Nadir pourrait en fait être un fragment de Chicxulub qui se serait détaché avant que ce dernier ne percute la Terre. Ce n'est encore qu'une théorie, mais si c'est vrai, cela pourrait signifier que notre planète a été victime d'un impact double en provenance de l'espace. Remontons maintenant dans le temps, jusqu'en 1908 et en Sibérie. Regardez autour de vous, vous ne voyez rien d'autre que des arbres et des rivières. Et soudain, un énorme objet, d'un diamètre de 45 à 90 mètres,
traverse l'atmosphère terrestre. Est-ce une comète? Un astéroïde? Les scientifiques n'en sont pas sûrs. Ce dont ils sont sûrs, c'est que cet intrus a explosé dans le ciel de la Tunguska, provoquant l'une des plus puissantes explosions de l'histoire. Il a complètement rasé la forêt en contrebas, abattant 80 millions d'arbres sur une superficie d'environ 2150 km². C'est une superficie supérieure à celle de villes comme Los Angeles ou New York. Les arbres ont été littéralement aplatis et leurs troncs dépouillés de leurs branches. Autour de l'épicentre, ils formaient un étrange motif radial. Et si cette explosion s'était produite au-dessus d'une ville? Tous les bâtiments auraient été détruits et d'innombrables vies auraient été perdues. Heureusement, cette catastrophe s'est produite dans une région très reculée de la Sibérie. Mais le plus effrayant, lorsque les scientifiques sont finalement arrivés dans la région des années plus tard, ils n'ont trouvé aucun cratère d'impact. Il n'est donc pas étonnant que le mystère reste entier. L'explication la plus logique est que lorsque l'objet a explosé dans le ciel, probablement à une distance de 5 à 10 km au-dessus des terres, il s'est désintégré avant de toucher le sol, ce qui n'a pas empêché l'explosion de raser une forêt entière. En 2013, un autre événement époustouflant s'est produit, cette fois au-dessus d'une zone beaucoup plus peuplée, la ville de Tcheliabinsk. C'est par une matinée ordinaire de février qu'un astéroïde d'environ 18 mètres de diamètre est entré dans l'atmosphère terrestre, illuminant le ciel. Il se déplaçait à une vitesse avoisinant les 70 000 km/h. Il a explosé en plein vol, à environ 29 km au-dessus de la ville. Le spectacle était terrifiant, mais heureusement, l'astéroïde s'est désintégré suffisamment haut dans l'atmosphère et n'a pas touché le sol. S'il l'avait fait, la ville aurait eu de très gros problèmes. En effet, même s'il n'y a pas eu d'impact direct, l'explosion a tout de même créé une onde de choc qui a traversé l'atmosphère et frappé le sol avec suffisamment de force pour briser toutes les vitres. L'explosion a endommagé environ 7200 bâtiments, mais par chance, il n'y a pas eu de victimes directes. Il n'en reste pas moins que cette explosion a été un véritable signal d'alarme. Il ne s'agissait pas d'un événement cosmique lointain comme celui de la Tunguska. Cet astéroïde a explosé au-dessus d'une zone moderne et peuplée, et les dégâts sont bien réels. La bonne nouvelle, les scientifiques parviennent de mieux en mieux à repérer ces objets avant qu'ils ne s'approchent ni trop près. Les agences spatiales du monde entier, comme la NASA, suivent à la trace les objets géocroiseurs afin de déterminer ceux qui pourraient présenter un risque. Mais comme ces deux événements le montrent, il arrive que des roches spatiales nous surprennent. Et si les chances d'un impact majeur sont faibles, les enjeux demeurent très importants. À l'heure actuelle, la NASA surveille un astéroïde. Il s'agit de Bennu, qui fait à peu près la même taille que l'impacteur Nadir. Bennu est considéré comme l'un des objets les plus dangereux en orbite proche de la Terre. Selon la NASA, il existe un faible risque qu'il percute la Terre entre les années 2178 et 2290, avec un danger maximal le 24 septembre 2082. Mais ne paniquez pas tout de suite. La probabilité d'un impact n'est que de 1 sur 2700. Cela nous rappelle tout de même que la Terre n'est pas à l'abri d'une catastrophe cosmique. Il y a une île mystérieuse qui apparaît et disparaît comme par magie. Tout comme le chat de Schrödinger, l'île de Schrödinger existe et n'existe pas tout à la fois. Officiellement, elle s'appelle Sandy Island, et elle est bien apparue sur des cartes, mais elle n'a jamais existé dans la réalité. Des scientifiques australiens ont décidé de résoudre le mystère une fois pour toutes, en se lançant sur la piste de cet archipel insaisissable. Mais lorsqu'ils ont atteint les coordonnées à disposition, ils n'ont trouvé que des vagues d'un bleu infini, comme si l'île jouait à cache-cache avec eux. Cette histoire remonte à 1876. Un baleinier qui traversait la région a signalé la présence d'une île. Celui qui l'a vue a dit qu'elle mesurait plus de 24 km de long du nord au sud et environ 5 km de large, soit environ la taille de Manhattan, pas du tout minuscule. Mais chaque fois que des chercheurs se sont rendus dans la région, ils n'ont rien trouvé. En 1974, une mission officielle en provenance de Nouvelle-Calédonie a donc déclaré que Sandy Island n'existait tout simplement pas et l'a donc exclu de toutes les cartes. Tout le monde a ensuite continué à vivre sa vie, jusqu'à ce qu'on remarque que l'île apparaissait sur Google Earth sous la forme d'une tache noire. En 2012, une autre expédition australienne se rendit sur place pour essayer d'obtenir une explication. Finalement, ils rédigèrent l'éloge funèbre de l'île perdue et clarifièrent la situation pour tous les curieux. Tout d'abord, au XIXe siècle,
La cartographie n'était pas ce qu'elle est devenue par la suite. Il était facile de se tromper dans les coordonnées. Ensuite, il y a le fait que la région est très active sur le plan volcanique. Il est probable que de la lave se soit refroidie et ait créé une sorte de radeau. Imaginons maintenant que le baleinier soit passé par là, qu'il ait vu le radeau volcanique et qu'il ait cru, de loin, qu'il s'agissait d'une île. Ce n'est bien sûr qu'une supposition. Les humains se sont aventurés très loin à travers le monde, et il a pu sembler, à un moment donné, que nous avions exploré les moindres recoins de notre planète. Mais lorsque le mont Lico est apparu sur Google Earth, les scientifiques se sont soudain montrés très enthousiastes. Cette merveille cachée au nord du Mozambique n'est pas une forêt tropicale ordinaire. Elle est nichée à l'intérieur d'un volcan. Déterminés à confirmer l'existence de cette forêt mystérieuse, les experts ont réuni une équipe de scientifiques et de spécialistes de haut niveau venus du monde entier. Le voyage jusqu'au mont Lico n'a pas été de tout repos. Une impressionnante ascension rocheuse verticale se dressant entre eux et la forêt. Mais après 6 années de planification et de préparation, ils étaient fin prêts à relever le défi. Une fois sur place, ils ont constaté que le site était encore plus beau qu'ils ne l'avaient imaginé. L'endroit ressemblait à un jardin parfaitement entretenu. La forêt semblait unique, très différente des autres forêts tropicales. Il y avait des chenilles incroyablement grosses et d'aspect dangereux, et ils ont même trouvé des pots anciens et des preuves d'un écosystème humain intact. Oh! Terra Incognita signifie terre inconnue. L'un des plus grands territoires inconnus mais en cours de dévoilement est celui qui se trouve sous la calotte glaciaire de l'Antarctique. Sous la surface enneigée se cache un monde entièrement nouveau, avec des canyons, des cours d'eau et des lacs que les scientifiques travaillent actuellement à cartographier. On ne peut s'empêcher de se demander s'il y a vraiment de l'eau liquide sous la surface gelée de l'Antarctique. Oui, c'est bien possible. L'eau peut exister à l'état liquide grâce à la pression, et aussi grâce à la chaleur qui émane de l'intérieur de la Terre. Ainsi, nous trouvons des merveilles, comme le célèbre lac Vostok. On ne le voit pas, mais le lac Vostok se trouve juste ici. Situé dans l'Antarctique de l'Est, il se trouve sous 4 km de glace épaisse. Cet immense lac a une superficie d'environ 12 500 km². Nous n'avons pu le découvrir qu'à l'aide de technologies de pointe telles que les sondes sismiques et les radars. Selon les scientifiques, il est probable que ce lac existe depuis une quinzaine de millions d'années. Le Bhoutan est connu pour être, entre autres, le pays le plus heureux de toute l'Asie. Mais il a longtemps gardé un trésor caché, l'une des plus hautes montagnes non escaladées du monde, le Gangkhar Puensum. Pour info, le Bhoutan est enchâssé dans les glorieuses montagnes de l'Himalaya. Les amateurs d'escalade ont donc été très enthousiastes lorsqu'ils ont découvert une montagne encore vierge. Imaginez que vous soyez la première personne à gravir un sommet inexploré. Cela vous garantirait certainement une place dans le livre Guinness des records. C'est une loi bhoutanaise qui a longtemps préservé cette montagne. Pour les habitants de la région, son sommet est un site sacré, entouré de mystères et de légendes. Selon l'une de leurs croyances, le caractère sacré de l'ascension d'une montagne ne réside pas dans le fait d'atteindre son sommet, mais dans le fait de communier véritablement avec la nature. Il faut admettre que les Occidentaux voient les choses autrement. Si vous vous trouvez dans l'État de New York, ne manquez pas de visiter l'Agloe General Store. Il vous faudra circuler quelque temps dans les Catskills, mais vous finirez par trouver ce magnifique et grandiose rien du tout. Agloe est l'une des villes de papier les plus célèbres d'Amérique, c'est-à-dire une fausse ville. Mais son histoire est différente de celle de Sandy Island. La ville d'Agloe n'a jamais existé, et ce n'était pas une erreur. Les cartographes ont une vieille méthode pour empêcher le plagiat. Ils ajoutent de fausses villes à leurs cartes pour savoir si quelqu'un a copié leur travail. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que cette pratique dégénère complètement. On raconte qu'un jour, dans une station-service, un homme a acheté une carte sur laquelle figurait la ville d'Agloe. Cette personne a ensuite décidé d'ouvrir un magasin à cet endroit et de l'appeler l'Agloe General Store. Selon la rumeur, ce propriétaire aurait été poursuivi en justice par les auteurs de la carte. Quoi qu'il en soit, tout ça a duré quelques années, puis c'est devenu un sujet de plaisanterie nationale. Des Américains viennent de tous les coins du pays pour prendre une photo du panneau de bienvenue de la fausse ville. Et puis, il y a l'île de Bermeja, située dans le golfe du Mexique. Cette île bizarre apparaît sur de nombreuses cartes des XVIe et XVIIe siècles. Elle a probablement été dessinée par des explorateurs espagnols. Bien sûr, son emplacement exact varie d'une carte à l'autre. Son nom même apparaissait parfois sous une forme différente, Vermeja. Mais on était pourtant sûr de son existence.
L'île de Bermeja est apparue pour la dernière fois sur une carte mexicaine de 1921, et puis, pouf, elle a disparu définitivement. Les gens ont commencé à se poser des questions. L'île avait-elle coulé? Avait-elle été détruite? En 2009, 3 missions officielles ont été lancées à la recherche de l'île. Des technologies de pointe ont été utilisées pour explorer les fonds marins mexicains, mais Bermeja restait introuvable. Les chercheurs ont alors échafaudé quelques hypothèses. Penchons-nous sur l'une d'entre elles. L'île aurait été inventée par des explorateurs de l'époque pour tromper leurs ennemis dans leur quête de terres et de trésors. Cela semble plausible. Jetons un coup d'œil à Rio de Janeiro. Autrefois, la ville regorgeait de territoires informels. Ces lieux sont connus sous le nom de bidonvilles ou favelas. Ce sont comme des mini-villes à l'intérieur de la grande ville. Certaines favelas sont connues pour être particulièrement défavorisées, les habitants n'y bénéficiant pas des mêmes avantages que les autres citoyens, comme le système d'égouts et le ramassage des ordures. Ces bidonvilles se sont développés si rapidement que le gouvernement n'a pas eu le temps de suivre leur évolution. Aujourd'hui, ce sont donc généralement les habitants eux-mêmes qui nomment les rues, et ils se débrouillent avec ce qu'ils ont à leur disposition. L'un des plus grands bidonvilles du Brésil se trouve à Rio de Janeiro, la Rocinha. Il n'a été reconnu comme quartier par le gouvernement local que dans les années 90. Notre propre plancher océanique est moins bien cartographié que Vénus, Mars et la Lune. En fait, 95% de nos océans sont encore inexplorés. Étrange, n'est-ce pas? Nous disposons de la technologie nécessaire, qui consiste principalement à effectuer des sondages ultrasoniques, c'est-à-dire à envoyer des ondes sonores au fond de l'océan et à enregistrer ce qu'elles nous renvoient. L'un des principaux avantages d'une cartographie plus approfondie des fonds marins serait une meilleure connaissance des dangers qui nous menacent, tels que les tremblements de terre, les tsunamis et les éruptions volcaniques. En outre, nous en savons encore si peu sur la vie marine que cela pourrait nous donner un aperçu de la véritable dynamique de nos écosystèmes aquatiques. Le manteau neigeux au-dessus de vous se scinde soudainement en deux, dévalant la pente glacée jusqu'à son point de repos bien en contrebas. Sur son passage, tout est broyé sous l'énorme masse de neige et de débris. Vous assistez à une avalanche, l'une des catastrophes naturelles les plus redoutables qui soient. Et si l'on vous parlait d'un autre type d'avalanche, tout aussi terrifiant que celui des montagnes? Ce qui la rend particulièrement étrange, c'est qu'elle se produit sous l'eau. Les avalanches sous-marines sont des phénomènes naturels d'une puissance dévastatrice, souvent bien plus redoutables que les terrestres. Elles peuvent provoquer un chaos planétaire aux conséquences dramatiques. Le plus inquiétant, elles surviennent en permanence sous la surface des océans, invisibles, imprévisibles et extrêmement difficiles à mesurer. Ces avalanches sous-marines peuvent atteindre une ampleur 100 fois supérieure à celle des avalanches terrestres et menacent gravement les communications mondiales au point de potentiellement priver la planète entière d'Internet. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, remontons 60 000 ans dans le passé. Nous voici au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, sur le point de découvrir l'ampleur et l'impact dévastateur d'une avalanche sous-marine titanesque. Elle a débuté par un simple glissement de terrain sous-marin dans le canyon d'Agadir. À l'origine, il ne s'agissait que d'1,5 km de matériaux. Cependant, cette masse a rapidement été multipliée par plus de 100 en traversant le fond de l'océan Atlantique. Au fur et à mesure que l'avalanche gagnait en vitesse et en volume, elle emportait avec elle du gravier, du sable, des roches et de la boue. Elle a creusé un sillon dévastateur à travers l'un des plus grands canyons sous-marins du monde, éradiquant toute forme de vie sur son passage. La puissance du flot destructeur était telle qu'il a érodé un segment de 400 km du canyon, creusant des centaines de mètres dans ses parois et endommageant une zone totale de 4500 km², soit plus de 3 fois et demi la superficie de New York. Quant à sa force, elle a projeté d'énormes blocs rocheux le long des parois du canyon, atteignant des hauteurs pouvant aller jusqu'à 130 mètres. Avant que les scientifiques ne mettent en évidence cet événement dévastateur, ils avaient largement sous-estimé l'étendue de la destruction causée par les avalanches sous-marines. Par ailleurs, ces catastrophes majeures peuvent se déclencher non seulement au large, dans les profondeurs océaniques, mais également à proximité des estuaires. Revenons au 14 janvier 2020 pour examiner cela de plus près. Un courant de turbidité, un flux rapide d'eau descendant chargé de sédiments, a parcouru plus de 1100 km depuis l'estuaire du fleuve Congo jusqu'aux abysses.
Ce phénomène a été provoqué par deux facteurs. Des inondations exceptionnelles le long du fleuve à la fin de décembre 2019 et des marées de printemps d'une ampleur inhabituelle. Cela a engendré une gigantesque avalanche de sable et de boue, dont le volume représentait un tiers de tous les sédiments transportés annuellement par l'ensemble des fleuves de la planète. Cette avalanche a vu sa vitesse augmenter, passant de 5 mètres par seconde dans la partie supérieure du canyon du Congo à 8 mètres par seconde à l'extrémité du canal, à près de 1200 km du littoral. Ce trajet en a fait la plus longue avalanche de sédiments jamais mesurée sur Terre. 2 jours après son déclenchement, le flux atteignait les abysses. L'avalanche a sectionné 2 câbles de télécommunications sous-marins, ralentissant drastiquement la vitesse de transfert des données Internet dans toute l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud. Avant cela, les scientifiques jugeaient impossible de mesurer directement les avalanches sous-marines de grande ampleur. Toutefois, le flux de sédiments observé dans le canyon du Congo a permis de surveiller le phénomène, offrant aux chercheurs une meilleure compréhension du lien entre les grandes crues fluviales et les profondeurs océaniques. Ils ont également déterminé que la fréquence des avalanches sous-marines dépendait de la localisation de l'observateur. Les canyons sous-marins situés à proximité des embouchures des fleuves peuvent connaître plusieurs petites avalanches chaque année. En revanche, des systèmes éloignés des déversements fluviaux, comme le canyon d'Agadir, ne subissent qu'une avalanche titanesque tous les 10 000 ans environ. Vous vous interrogez peut-être sur les causes possibles d'une avalanche sous-marine. Les tremblements de terre, les typhons, les marées hautes, les crues fluviales et même les éruptions volcaniques peuvent en être responsables. De plus, avec le changement climatique, ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents et violents. Toutefois, la présence de ces déclencheurs ne garantit pas qu'une avalanche se produira ni n'en détermine l'ampleur. Prenons un exemple. En 1755, un puissant tremblement de terre a frappé la côte portugaise, dévastant Lisbonne et causant des dizaines de milliers de morts. Pourtant, cet événement n'a provoqué qu'une petite avalanche sous-marine. En revanche, en 1929, un séisme majeur au large de Terre-Neuve, au Canada, a déclenché la plus grande avalanche sous-marine jamais documentée. Le flux, se déplaçant à 70 km à l'heure, a charrié des rochers, du sable et de la boue tout en rompant 11 câbles sous-marins. La puissance de l'avalanche a également généré un tsunami ayant entraîné la mort de 28 personnes le long des côtes. Les avalanches sous-marines sont invisibles car elles se produisent en profondeur, ce qui rend leur étude extrêmement complexe. Pourtant, leur compréhension est cruciale. Ces flux transportent des sédiments, des nutriments et même des polluants à travers les fonds marins, jouant un rôle essentiel dans les écosystèmes océaniques. Une équipe de chercheurs de Liverpool s'est alors lancée dans la résolution de ce mystère. Au cours des 4 dernières décennies, ils ont recueilli plus de 300 échantillons du fond océanique, en les associant à des données sismiques et bathymétriques. Autrement dit, à la cartographie des fonds marins. Ils ont pu reconstituer une immense avalanche sous-marine, une première à cette échelle. Ce qui rend l'événement encore plus fascinant, c'est qu'il a débuté de manière relativement modeste avant de se transformer en une avalanche gigantesque, atteignant plus de 200 mètres de hauteur. Pour imaginer l'ampleur, pensez à une avalanche de la taille d'un gratte-ciel dévalant de Liverpool à Londres, creusant une tranchée de 30 mètres de profondeur et 15 km de large. Finalement, elle s'est étendue sur une superficie supérieure à celle du Royaume-Uni, recouvrant tout d'une épaisse couche de sable et de boue. C'est comme ensevelir un pays entier. Ces découvertes sont véritablement cruciales, car elles révèlent qu'un glissement de terrain sous-marin de faible envergure peut évoluer en un phénomène gigantesque et hautement destructeur. Mais le plus inquiétant, ce sont les câbles Internet sous-marins, essentiels aux communications mondiales. On dénombre plus de 550 câbles actifs sur les fonds marins, totalisant une longueur incroyable d'1 400 000 km, soit suffisamment pour entourer la Terre 35 fois. Lorsqu'une telle avalanche endommage des câbles sous-marins, les conséquences sont souvent catastrophiques et coûteuses. En 2006, un séisme à Taïwan a provoqué des avalanches sous-marines qui ont sectionné plusieurs câbles reliant l'Asie du Sud-Est au reste du monde. Cela a entraîné une perte de 90% du trafic Internet entre la Chine et les États-Unis au pic de l'événement. Taïwan, quant à elle, a subi des interruptions de trafic allant de 74 à 100% vers les îles voisines. Vous comprenez maintenant pourquoi il est essentiel d'en savoir plus sur ce phénomène naturel.
Heureusement, des chercheurs de l'université Tulane ont trouvé un moyen de l'analyser en 3 dimensions. Jusqu'à présent, les études ne considéraient les avalanches sous-marines qu'en 2 dimensions, ce qui ne permettait pas de saisir pleinement leur comportement. Les chercheurs ont concentré leurs efforts sur l'interaction des flux sous-marins avec des mini-bassins, des formations naturelles sur le fond océanique semblables à des bols peu profonds. Malgré leur nom, ces bassins peuvent être vastes, atteignant jusqu'à 10 km², soit environ 2 fois la superficie de Central Park à New York. Lorsque des courants de turbidité pénètrent dans ces mini-bassins, ils ne s'immobilisent pas simplement. Au contraire, ils frappent la paroi opposée et reviennent sous forme de tourbillons, semblables au remous dans un cours d'eau. Ces mouvements tourbillonnants redistribuent les sédiments avant qu'ils ne se déposent. La taille du bassin et la vitesse du courant influencent fortement ce processus. Si le bassin est grand et le courant lent, il se remplit progressivement de sédiments. Mais si le courant accélère ou si le bassin est réduit, le flux déborde, s'étalant au-delà de ses limites. Pour approfondir leurs recherches, les scientifiques ont créé une réplique d'un mini-bassin dans une piscine et testé diverses vitesses de flux pour simuler les courants de turbidité. Ils ont même conçu des mélanges spécifiques de sédiments pour observer le comportement de particules de tailles diverses. Finalement, ils ont réussi à reproduire les conditions océaniques, mais à une échelle contrôlable et adaptée à leurs expériences. Fascinant, n'est-ce pas? En novembre 2020, une vague de la hauteur d'un immeuble de 4 étages, soit 18 mètres, a été observée au large de l'île de Vancouver, au Canada. L'équipe de Marine Labs, la société responsable de la bouée prise dans cette vague, n'en croyait pas ses yeux en examinant les données. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'une force colossale surgisse soudainement, entraînant la bouée vers le bas avant de la propulser en l'air, puis de l'aspirer de nouveau plus profondément. La probabilité qu'une telle vague se forme est d'une fois tous les 1300 ans, ce qui a poussé l'équipe à vérifier minutieusement qu'il ne s'agissait pas d'une erreur technique. Marine Labs a transmis les données à un spécialiste des vagues scélérates de l'Université de Victoria. Après une analyse approfondie, les résultats ont été validés et rendus publics en février 2022. Cette vague scélérate a été officiellement reconnue comme la plus grande jamais enregistrée, atteignant une hauteur 3 fois supérieure à celle des vagues environnantes. Heureusement, ce monstre n'a causé aucun dégât, car il s'est manifesté loin des côtes. Pendant des siècles, les vagues scélérates étaient considérées comme de simples légendes de marins. Christophe Colomb lui-même a décrit une vague scélérate, bien que ce phénomène n'ait pas été reconnu à son époque. En août 1498, au cours de sa 3e expédition vers les Amériques, Colomb traversait un détroit près de Trinidad lorsqu'une immense vague a soulevé ses navires. Ils ont tenu bon et poursuivi leur périple. Et cette région est aujourd'hui connue sous le nom de Bouche du Dragon, telle que l'a baptisée Colomb. En 1826, l'explorateur et capitaine français Jules Dumont d'Urville traversait l'océan Indien à bord de son navire, l'Astrolabe. Pris dans une terrible tempête, il observa plusieurs vagues dépassant les 24 mètres de hauteur, dont une atteignant celle d'un immeuble de 10 étages. L'équipage perdit un membre, mais 4 survivants, dont le capitaine, parvinrent à atteindre la terre ferme et à raconter leur épopée. À cette époque, les savants pensaient que les vagues ne pouvaient guère dépasser 9 mètres, et cette histoire est donc passée pour un tissu de sornettes. De nombreux témoins ont rapporté des histoires de vagues géantes surgissant de nulle part, mais les scientifiques n'ont officiellement reconnu la première vague scélérate qu'en 1995. Connue sous le nom de vague de Draupner ou vague du Nouvel An, ce monstre marin a frappé la plateforme gazière norvégienne de Draupner le lendemain du réveillon. Elle a atteint une hauteur de 26 mètres, tandis que les vagues environnantes étaient 2 fois plus petites. Conçue pour résister à des vagues de 19 mètres et équipée des capteurs les plus avancés de l'époque, la plateforme a survécu à cette vague exceptionnelle, qui est devenue une sensation dans le monde scientifique en raison de ses propriétés uniques. Suite à cet événement, une définition officielle des vagues scélérates a été établie. Il s'agit de vagues dont la hauteur représente plus du double de celle des vagues environnantes. Ces monstres, rivalisant presque avec les rases de marée, peuvent surgir soudainement dans une mer agitée ou apparaître de nulle part dans des eaux calmes. Elles se caractérisent par des flancs abrupts et une profonde dépression en dessous, ressemblant à un mur d'eau émergeant de la mer. Leur intensité est telle qu'elles peuvent même engloutir des hélicoptères de sauvetage en pleine intervention.
Les vagues scélérates diffèrent toutefois des tsunamis. Ces derniers se manifestent lorsqu'un grand déplacement d'eau se produit, comme lors d'un tremblement de terre, d'une éruption volcanique ou d'un glissement de terrain, perturbant toute la colonne d'eau. En mer, un tsunami peut passer inaperçu, mais près du rivage, dans des eaux peu profondes, ces vagues peuvent atteindre des hauteurs phénoménales. Les vagues scélérates, en revanche, se forment à la surface de l'eau, bien que certaines puissent se former en profondeur et sont alors appelées des vagues scélérates internes. Les scientifiques et les marins ont identifié certaines statistiques concernant ces vagues. Elles se forment plus fréquemment lorsque des trains de vagues rencontrent des courants océaniques rapides. La côte sud-africaine est particulièrement propice à ce phénomène. On craint que ces vagues monstrueuses deviennent plus fréquentes à l'avenir en raison de l'augmentation de l'énergie dans l'atmosphère et l'océan. Cela pourrait entraîner des vagues scélérates plus grandes et plus fréquentes, ainsi que davantage de navires perdus en mer. Les vagues scélérates ne se limitent pas aux océans et peuvent également survenir dans les lacs. Le lac supérieur est le théâtre d'un phénomène baptisé les Trois Sœurs, une série de 3 grandes vagues consécutives. La deuxième vague submerge les ponts des navires avant que la première n'ait disparu, et la troisième ajoute encore plus d'eau, surchargeant le navire. Cette théorie est avancée pour expliquer le naufrage du bateau à vapeur Edmund Fitzgerald en 1975. Les vagues scélérates sont particulièrement dangereuses car elles peuvent créer des trous scélérats dans l'eau. Lorsque la vague se forme, elle attire toute l'eau environnante, créant des creux très profonds à sa base. Si la proue ou la poupe d'un navire se retrouve dans l'un de ces trous, le navire peut sombrer instantanément. Certains océanographes pensent que les vagues scélérates pourraient être responsables de la disparition de navires dans le tristement célèbre triangle des Bermudes, qui se situe dans l'océan Atlantique. Les tempêtes convergeant de plusieurs directions dans cette zone mystérieuse augmentent la probabilité de formation de vagues scélérates. Ces vagues peuvent atteindre une hauteur de 30 mètres et pourraient théoriquement abattre un avion, en plus de renverser les navires. Il existe 2 théories principales pour expliquer la formation des vagues scélérates. La première est la théorie de l'addition linéaire. Elle suggère que des vagues se déplaçant à différentes vitesses à travers l'océan se croisent et s'associent, créant ainsi une vague scélérate encore plus puissante. La seconde théorie est celle de la focalisation non linéaire, qui suggère que les vagues se déplacent en groupe et partagent leur énergie lorsqu'elles sont proches les unes des autres. Parfois, cet échange d'énergie aboutirait à la formation d'une vague scélérate. Pour prédire la formation de ces vagues monstrueuses, les scientifiques auraient besoin d'un système radar innovant afin de surveiller continuellement les vagues autour d'un bateau. Ce système collecterait toutes les données et les intégrerait dans un modèle mathématique sophistiqué, reproduisant en temps réel l'état de la surface de l'océan. Ce modèle devrait recalculer la situation de surface toutes les 5 minutes pour avertir l'équipage de l'approche d'éventuelles vagues extrêmes. Un tel système n'existe pas encore, mais à mesure que les scientifiques étudient davantage le phénomène des vagues scélérates, les mathématiciens pourraient développer un moyen de nous alerter à leur approche. Le terme de vague surprise est parfois utilisé comme synonyme de vague scélérate. Mais les océanographes affirment qu'il existe une différence. Les vagues scélérates se produisent principalement en pleine mer, tandis que les vagues surprises se forment près du rivage. Également connues sous le nom de vagues dormantes ou king waves en Australie, elles déferlent beaucoup plus rapidement que les vagues habituelles lorsqu'elles approchent de la côte. Elles apparaissent toujours sans avertissement après des vagues plus petites et peuvent être très puissantes, entraînant les nageurs plus loin dans l'océan. Mais le pire, c'est qu'elles sont capables d'engloutir les promeneurs de la jetée, même lorsqu'ils se trouvent sur un promontoire. Les chercheurs de l'Université d'État de l'Oregon ont découvert que les vagues dormantes se formaient lors de tempêtes au large, qui transfèrent l'énergie éolienne à la surface océanique. Avec toute cette énergie, plusieurs vagues se rejoignent et se chevauchent pour former une seule vague monstrueuse, qui s'élève plus haut et progresse plus loin sur le rivage qu'une vague ordinaire. Un autre élément qui rend les vagues dormantes particulièrement dangereuses est leur imprévisibilité. Les pêcheurs, les surfeurs et tous les gens qui vivent de l'océan savent généralement quand et quoi éviter en termes de grandes vagues. Mais avec ces vagues furtives, cette logique n'a pas cours. Il n'y a pas de période spécifique de l'année où elles soient toujours plus actives, mais en rassemblant quelques données, on constate qu'il est plus probable de rencontrer l'une de ces vagues entre avril et octobre, avec un pic entre octobre et novembre. Les vagues déferlantes charrient d'énormes quantités d'eau, de sable et de gravier,
capable de remplir vos chaussures en quelques secondes et de vous emporter si vous vous trouvez sur le rivage à ce moment-là. Ces monstres marins peuvent également déplacer d'énormes troncs d'arbres, créant un danger supplémentaire. Un archéologue portugais vient de mettre au jour plusieurs épaves chargées d'or, parmi lesquelles figure un galion espagnol transportant 22 tonnes d'or et d'argent. À lui seul, cet imposant trésor est aujourd'hui estimé à environ 2 milliards de dollars. L'archéologue Alexandre Monteiro a fait cette découverte presque par hasard. Alors qu'il consultait des archives, il est tombé sur des informations évoquant un navire disparu en 1615. Intrigué, il a décidé de partir à sa recherche. Après de longues années de travail, Alexandre n'a pas seulement retrouvé ce navire précis. Il a en réalité recensé 8620 épaves rien que dans les eaux portugaises. Parmi elles, 250 transportèrent de l'or. Une découverte qui ferait pâlir d'envie Jack Sparrow en personne. Si la plupart de ces navires ont sombré pour des raisons triviales, comme des tempêtes, certains ont péri lors de batailles, parfois spectaculaires. Ils acheminaient vers l'Europe des cargaisons d'or et d'autres richesses en provenance du Nouveau Monde, attisant toutes les convoitises. Depuis 3 décennies, Alexandre Monteiro étudie les épaves historiques et a ainsi identifié plusieurs naufrages survenus dans des circonstances remarquables. En 1816, par exemple, un navire appartenant à l'un des hommes les plus riches du Portugal a sombré au large de l'Australie avec pas moins de 6 000 pièces d'argent. Il s'agit du premier navire portugais à avoir fait naufrage dans ces eaux lointaines. Malheureusement, ces vestiges engloutis, riches en trésors et en récits fascinants, sont loin d'être facilement accessibles. Ils reposent à des profondeurs abyssales et sont ensevelis sous le sable. Tenter de se les accaparer relèverait du pillage patrimonial, et nul ne voudrait porter une telle responsabilité, n'est-ce pas? Il va de soi que le Portugal n'était pas le seul pays à sillonner les mers à cette époque. Les côtes européennes regorgent d'épaves renfermant des cargaisons d'or. On estime d'ailleurs qu'environ 1 million de navires historiques reposent actuellement sous les eaux. Et la valeur de ces trésors perdus pourrait avoisiner les 60 milliards de dollars. Cette somme est vertigineuse, mais détrompez-vous, ces épaves regorgeant d'or ne justifient pas les risques encourus. L'histoire maritime regorge d'exemples où la découverte d'un trésor s'est soldée par des procès interminables, voire de lourdes peines de prison. L'un de ces récits remonte à 1746, lorsqu'une violente tempête fit sombrer le prince de Conti au large d'une île bretonne. Ce navire transportait du thé, des céramiques et 100 lingots d'or. Les propriétaires tentèrent évidemment de récupérer leurs précieuses cargaisons, mais si l'opération s'annonce complexe aujourd'hui, imaginez les difficultés au XVIIIe siècle. Il fallut plus de 2 siècles pour localiser l'épave. Ce n'est qu'en 1975 qu'un groupe de Français la mit au jour, s'emparant aussitôt de tout ce qui avait la moindre valeur. Or, il y a une bonne raison pour laquelle le jeu n'en vaut pas la chandelle. En France, toute découverte à potentiel historique doit être signalée aux autorités dans un délai de 48 heures. Ne pas respecter cette obligation revient purement et simplement à commettre un crime. Certes, les découvreurs déclarèrent bien leur trouvaille, mais seuls les canons rouillés du navire. Quant aux lingots d'or, ils les écoulèrent sur le marché et évidemment chaque barre valant entre 1 000, 5 000 et 2 300 euros. Il fallut près d'un demi-siècle aux autorités françaises pour remettre la main sur une partie de l'or dérobé sans parvenir à le récupérer dans son intégralité. Une fraction du trésor fut acquise par un couple âgé vivant en Floride, ce qui leur valut des poursuites pour blanchiment d'argent, crime organisé et trafic de biens culturels. D'autres lingots se retrouvèrent, quant à eux, dans la collection du British Museum. Revenons à présent aux années 1850, époque où le vapeur SS Central America effectuait la liaison entre le Panama et la Californie. Ce fut l'apogée de la ruée vers l'or, une période où 3000 personnes affluèrent en Californie dans l'espoir d'y faire fortune. Le trajet étant loin d'être une sinécure, les voyageurs n'avaient d'autre choix que de transporter leur or à bord de grands navires. C'est ainsi que le SS Central America entra en scène. En 1857, il embarquait 578 passagers, ainsi qu'une cargaison d'environ 10 tonnes d'or. Très peu survécurent au naufrage, et entre 100 et 150 millions de dollars en or sombrèrent avec lui.
C'est précisément cette fortune engloutie qui poussa, en 1988, un groupe d'investisseurs de Columbus à financer des recherches pour localiser l'épave. L'opération fut dirigée par un certain Tommy Thompson, un homme obsédé par l'idée de retrouver ce trésor perdu. Il lui fallut des années pour déterminer l'emplacement exact du SS Central America, d'autant plus que le navire gisait à 2300 mètres de profondeur dans l'Atlantique, rendant toute récupération extrêmement complexe et nécessitant des technologies de pointe. Ce projet fut financé par 117 investisseurs, qui, bien entendu, ne le faisaient pas par pure philanthropie. Ils avaient injecté 12,5 millions de dollars dans cette entreprise, avec l'espoir d'en tirer au moins 10 fois plus. Mais comme tout ne se passe pas toujours comme prévu, dès que l'or fut remonté à la surface, l'équipe de recherche fut attaquée en justice par 39 compagnies d'assurance. À l'époque où le SS Central America naviguait encore, ces compagnies avaient couvert la cargaison, et malgré le siècle écoulé, elles exigèrent d'être indemnisées lorsque le trésor fut récupéré. Elles avancèrent qu'il ne leur appartenait pas de récupérer la cargaison, ce qui ne signifiait pas pour autant qu'elles avaient fait une croix dessus. Cet argument ne pesa guère, et 92% de l'or fut finalement attribué à l'équipe de recherche. Mais l'histoire prit une tournure plus rocambolesque, lorsque Tommy Thompson escroqua ses investisseurs avant de disparaître avec 4,16 millions de dollars et 500 pièces d'or, dont il refusa obstinément de révéler la cachette. Cette affaire illustre parfaitement pourquoi la plupart des pays ont instauré des lois visant à protéger les biens culturels. Car oui, les épaves peuvent être considérées comme telles. Cela dit, toutes les découvertes maritimes ne relèvent pas de l'infraction. Prenons l'exemple du SS City of Cairo, un paquebot à vapeur qui sombra en 1929 avec à son bord 2000 caisses de pièces en argent pour un total de 122 tonnes de métal précieux. Une société du nom de Deep Ocean Search est parvenue à récupérer ces pièces à une profondeur de 5200 mètres, soit 1400 mètres de plus que l'épave du Titanic. 34 millions de livres sterling ont été reversés au trésor britannique, tandis que Deep Ocean Search a également obtenu sa part du butin. La bonne nouvelle, c'est que certaines de ces pièces sont légalement accessibles aux collectionneurs. Acquérir un tel trésor est sans doute la manière la plus simple d'approcher une découverte archéologique sous-marine. Je sais, je viens de réduire vos rêves de piraterie à néant. Mais même si piller des épaves remplies d'or constitue un crime dans la plupart des pays, ou simplement une entreprise hors de portée financière pour le commun des mortels, il reste encore un espoir. On estime qu'environ 707 000 milliards de dollars en or reposent au fond des mers, sans propriétaire attitré. C'est une véritable mine d'or sous-marine. Sauf que l'or se trouve dissous dans l'eau. Vous savez à quel point l'eau de mer est salée ? Eh bien, c'est parce qu'elle est chargée de minéraux, dont l'or. Hélas, cela signifie que vous tomberez jamais sur une pépite en vous promenant sur la plage. Chaque litre d'eau de mer contient environ 13 milliardièmes de grammes d'or, une quantité infinitésimale, rendant son extraction complexe. Mais cela n'a pas empêché certains d'essayer, et bien sûr, une arnaque a vu le jour. Dans les années 1890, un homme prétendit avoir mis au point un dispositif capable d'extraire l'or de l'eau de mer. Une fois les fonds levés, il s'éclipsa discrètement avec la caisse. Si vous êtes vraiment déterminé à trouver de l'or, pourquoi ne pas aller chercher directement dans le noyau terrestre, qui contiendrait environ 1,6 milliard de tonnes d'or, soit 16 fois plus que tout ce que l'humanité a extrait depuis ses débuts? Aucun risque de supercherie ici, puisque personne n'a encore eu l'audace de tenter l'expédition. Avec toutes ces épaves remplies d'or que les archéologues exhument aux quatre coins du globe, qui sait? Peut-être pourrons-nous un jour faire nos propres découvertes? Ou économiser suffisamment pour nous offrir quelques piécettes en argent? Vous avez peut-être vu cette vidéo virale où des youtubeurs ont dissimulé un trésor dans le triangle des Bermudes et où un inconnu a eu l'audace de partir à sa recherche. Il est reparti avec 10 000 dollars en poche. Mais, soyons réalistes, son plus grand triomphe a sans doute été d'en sortir indemne. Cette zone maritime périlleuse, située entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes, est tristement célèbre pour ses événements mystérieux et inexpliqués. On raconte que plus de 50 navires et une vingtaine d'avions s'y sont volatilisés sans laisser de traces. Cela a donné naissance à de nombreuses théories, selon lesquelles cette région serait connectée à des forces mystiques ou à des vortex capables d'entraîner les objets vers d'autres dimensions. Cependant, un scientifique australien du nom de Karl Kruszelnicki pourrait bien avoir élucidé le mystère du triangle des Bermudes.
D'après lui, la majorité des légendes et de ces disparitions troublantes peuvent être attribuées à deux causes principales. Le premier facteur mis en avant est l'erreur humaine. Une des théories réfutées par Kruszelnicki concerne le vol tragique de l'escadrille 19. En 1945, 5 avions de la marine américaine ont décollé pour une mission d'entraînement de routine en Floride. Tout semblait se dérouler sans accroc, jusqu'à ce qu'après 90 minutes, le commandant de l'escadron signale qu'ils étaient perdus. Puis, soudainement, pouf, ils ont simplement disparu. Malgré l'une des plus vastes opérations de recherche aérienne et maritime de l'histoire, aucune trace de l'escadrille 19, ni de ses 14 membres d'équipage, n'a été retrouvée à ce jour. Ce qui continue de susciter l'étonnement à propos de cet incident, c'est que les conditions météorologiques lors du départ étaient particulièrement favorables. Une journée relativement chaude, des nuages légers et cotonneux parsemant le ciel, et une brise venant du sud-ouest. Rien qui ne sorte de l'ordinaire pour une mission d'entraînement. Alors, qu'est-il vraiment arrivé? Il s'avère que, bien que le chef d'escadrille ait accumulé plus de 2000 heures de vol, il était un assez piètre pilote. À vrai dire, un pilote vraiment médiocre. D'après Kruszelnicki, le commandant était si mauvais en navigation qu'il s'était déjà égaré en mer à au moins 2 reprises avant l'épisode de l'escadrille 19. Ce jour fatidique, il avait même tenté de trouver quelqu'un pour le remplacer. Sans succès, ce qui s'est malheureusement avéré tragique pour tout son escadron. Après avoir mené à bien leur exercice de vol, les 2 boussoles de bord ont subitement cessé de fonctionner. Sur la fréquence radio de la patrouille, sa voix angoissée affirmait qu'ils survolèrent des terres. Plus précisément, il était persuadé de se trouver au-dessus des quais de Floride. Pourtant, cela défiait toute logique. Moins d'1 heure avant, il avait survolé, comme prévu, les hauts fonds de Henson Chicken aux Bahamas. Mais il était à présent convaincu que son avion avait inexplicablement dérivé sur plusieurs centaines de kilomètres pour atteindre les Keys de Floride. Une erreur monumentale. Selon les hypothèses les plus crédibles, ce qu'il pensait être les Keys de Floride n'était en réalité qu'un groupe de petites îles des Bahamas. C'est là que les choses ont pris une tournure dramatique. Au lieu de corriger sa trajectoire et de revenir vers l'ouest en direction de la Floride, il a continué à voler vers l'est, s'aventurant davantage dans l'océan Atlantique. À court de carburant, son avion s'est abîmé et vous connaissez déjà la suite. Certains partisans de théories alternatives affirment qu'une force malveillante aurait perturbé les 2 boussoles, provoquant leur dysfonctionnement au-dessus de cette région prétendument maudite. Cependant, il faut bien l'admettre, même si une telle hypothèse s'avérait exacte, l'erreur humaine reste le facteur déterminant dans cette tragédie. Le pilote n'aurait jamais dû confondre les îles des Bahamas avec les Keys de Floride, pointe à la ligne. Passons maintenant au second facteur qui, selon Kruszelnicki, explique une grande partie des disparitions mystérieuses dans le triangle des Bermudes. Les conditions météorologiques défavorables. De nombreuses tempêtes tropicales et ouragans de l'Atlantique traversent directement le triangle des Bermudes. Avant l'ère des prévisions météorologiques avancées, ces phénomènes naturels étaient responsables de la perte de nombreux navires. Par ailleurs, le Gulf Stream, un puissant courant océanique, traverse également la région. Ce courant peut provoquer des changements météorologiques soudains et parfois spectaculaires. En y réfléchissant, ces facteurs naturels suffisent à expliquer une grande partie, voire la majorité, des disparitions signalées. Prenons l'exemple de l'USS Cyclops. En 1918, ce cargo imposant de 150 mètres et transportant environ 11 000 tonnes de manganèse a disparu sans laisser de traces. Il effectuait une traversée entre les Antilles et Baltimore avec 309 personnes à bord. Ce qui rend cette disparition encore plus troublante, c'est qu'aucun signal de détresse n'a été émis. Plus de 100 ans après les faits, le mystère reste entier. Aucune épave n'a jamais été retrouvée. Évidemment, cette disparition a donné lieu à toutes sortes de théories. L'une des hypothèses les plus répandues était qu'il aurait été pris dans une tempête soudaine et violente. Avec son lourd chargement de manganèse, le navire aurait pu chavirer et couler en un temps record. D'autres spéculent sur des phénomènes sous-marins, tels que des glissements de terrain ou une vague scélérate. Quand on y pense, cette hypothèse n'est pas si farfelue. D'après Kruszelnicki, le triangle des Bermudes n'est pas seulement une zone sujette aux intempéries. Il illustre également la puissance brute de l'océan. Le fond marin y atteint des profondeurs impressionnantes, près de 9000 mètres, soit l'équivalent inversé du mont Everest. Une telle profondeur rend l'océan particulièrement apte à dissimuler des objets,
transformant cette région en un lieu idéal pour des disparitions mystérieuses de navires et d'avions. Notre expert indique qu'il existe une très faible probabilité que des phénomènes encore plus inhabituels se produisent sous les vagues du triangle des Bermudes, en lien avec l'hydrate de méthane. Ce terme désigne un composé semblable à de la glace qui se forme sous l'eau ou dans des environnements très froids, avec du méthane gazeux piégé à l'intérieur. Parfois, ces structures peuvent se désagréger, libérant des bulles à la surface. Et cette remontée de bulles peut s'avérer fatale, tout du moins pour les navires. Des expériences menées sur des modèles réduits de bateaux ont démontré que lorsqu'un volume important de bulles remonte à la surface, la densité de l'eau diminue, ce qui compromet la capacité d'un navire à flotter. Si ces bulles couvrent rapidement une large zone, le bateau peut perdre sa flottabilité, le faisant chavirer ou couler. Cela dit, la probabilité qu'un tel scénario se produise reste extrêmement faible. En fin de compte, l'erreur humaine et les conditions météorologiques défavorables sont probablement les deux facteurs principaux derrière les mystères attribués à cette mer prétendument maléfique. Mais en réalité, le triangle des Bermudes n'a rien d'extraordinaire. Bien que cette région ait une renommée considérable, il n'existe aucune carte officielle délimitant clairement ses frontières et affirmant « Voici, précisément, où se situe le triangle des Bermudes ». C'est d'ailleurs l'une des raisons du problème. Des disparitions ou événements inexpliqués survenant bien au-delà de cette zone sont souvent associés à tort au triangle, comme ce fut le cas pour le Mary Celeste. En 1872, ce navire a été retrouvé parfaitement intact, mais sans trace de son capitaine, de sa famille, ni de son équipage. Face à ce mystère, beaucoup ont évoqué l'idée d'un vaisseau fantôme lié au triangle des Bermudes. Cependant, un détail ne concorde pas. Le Mary Celeste avait été abandonné à environ 650 km à l'est des Açores, soit dans une zone complètement différente de l'Atlantique. À ce stade, le fameux triangle s'est transformé en trapèze pour inclure une immense portion de l'Atlantique Nord. Ce que nous voulons dire, c'est qu'une fois que les gens commencent à croire en l'existence d'une zone dangereuse, le biais de confirmation s'installe. Pour autant, la réalité est que le triangle des Bermudes est traversé quotidiennement par un trafic maritime et aérien considérable. Et d'après les experts, le pourcentage d'incidents qui s'y produisent serait globalement similaire à celui observé ailleurs dans le monde. Certaines années, ce chiffre peut être légèrement plus élevé, d'autres fois plus bas, mais en moyenne, il reste constant. Avec cette perspective, il semble qu'il soit temps de laisser derrière nous ces théories extravagantes autour du triangle des Bermudes. Du moins, jusqu'à ce que la prochaine disparition étrange ne se produise. Vous plongez dans les eaux glacées et obscures de l'Antarctique. Une obscurité bleutée, presque surnaturelle, vous enveloppe, évoquant l'immensité de l'espace. Dans ces profondeurs inhospitalières, là où vous ne vous attendriez jamais à rencontrer une âme vivante, un bruit soudain et étrange surgit, un cri semblable au cancanement d'un immense canard tapi dans les abysses. En 1960, des chercheurs ont capté pour la première fois ce son énigmatique, qu'ils ont baptisé Bioduck. Un choix ingénieux. Pendant des décennies, ils ont cherché à percer le mystère de son origine. Était-ce un kraken, un vaisseau spatial échoué au fond des mers, une créature marine inconnue ou un canard colossal? Les hypothèses, toutes plus fantasques les unes que les autres, se sont multipliées. Les océanographes ont repéré des sons analogues dans d'autres régions. Non loin des côtes ouest de l'Australie et aux abords de la Nouvelle-Zélande, ils ont enregistré des signaux similaires, bien que plus aigus, qu'ils ont nommés biogoose. Avec de telles appellations, l'atmosphère étrange et mystérieuse de cette histoire semble vite s'estomper. Ces sons n'étaient toutefois pas des événements isolés, mais se reproduisaient à intervalles réguliers. La fréquence des émissions suggérait à beaucoup une origine mécanique. Cependant, l'étude des océans au cours de la seconde moitié du XXe siècle était entravée par les limites technologiques de l'époque. Malgré ces défis, les chercheurs ont poursuivi leurs investigations sur Bioduck et Biogoose, mus par une insatiable curiosité scientifique. Au fil des années, l'accumulation de données a alimenté les spéculations, jusqu'à ce que les chercheurs percent enfin le mystère. Bioduck s'est révélé être une forme de communication biologique. En observant ces signaux répétés, les scientifiques ont noté qu'ils ne se superposaient jamais. Lorsqu'une source parlait, les autres demeuraient silencieuses. Cela laissait penser à une communication structurée. La question restait alors de savoir quelle créature marine utilisait un tel système.
fondée sur des variations de fréquences sonores. La réponse, comme certains l'avaient deviné, était les baleines. Les scientifiques ont comparé le son bioduck de l'Antarctique aux appels des baleines de Minke et ont relevé des similitudes frappantes. Les sons biogoose enregistrés au large des côtes australiennes et néo-zélandaises semblaient provenir d'autres espèces ou de jeunes baleines de Minke. Néanmoins, cette découverte n'a fait qu'amplifier le mystère. Quel pouvait être le rôle de ces sons? Les baleines discutaient-elles de leurs repas? Se moquaient-elles des humains qui enregistraient leur voix? Ou échangeaient-elles des réflexions philosophiques sur l'univers? Les possibilités étaient infinies, mais la révélation la plus fascinante était l'idée que l'humanité pourrait, un jour, communiquer avec ces créatures majestueuses. Communiquer avec les baleines n'est plus une utopie. Des chercheurs de l'Université de Californie ont déjà établi un contact avec une baleine à bosse nommée Twain. Lors d'une expérience novatrice, ils ont réussi à entretenir une conversation de 20 minutes avec ce mammifère marin. Voici les étapes qu'ils ont suivies. Les spécialistes ont entrepris une expédition sur les côtes de l'Alaska, où ils ont capté les sons d'un groupe de baleines à bosse. Ils ont ensuite diffusé ces enregistrements via des haut-parleurs dans l'océan. Les sons s'apparentaient à une sorte de salutation, un équivalent de « Salut, ça va ?» dans le langage des baleines. Ces échanges sont généralement utilisés par les baleines pour s'appeler ou indiquer leur position. Peu après avoir émis les signaux, les chercheurs ont reçu une réponse. Twain s'est rapproché du bateau, l'a contourné et a répliqué avec un « salut » à sa manière. Ce fut le début de la première véritable conversation entre une baleine et des humains. Pendant 20 minutes, les chercheurs ont transmis 36 signaux à Twain, et elle a répondu à chaque fois. Elle respectait même des intervalles avant de répondre. Concrètement, l'équipe attendait 10 secondes après chaque réponse avant d'envoyer un nouveau signal. Il semble que Twain était une interlocutrice particulièrement attentive. Était-elle une jante dame des océans? Qui sait? Ou peut-être était-elle simplement intriguée par cette interaction inhabituelle. Les signaux utilisés provenaient d'un groupe de baleines auquel appartenait Twain. Il est probable que les chercheurs aient utilisé les propres enregistrements de Twain pour communiquer avec elle. D'une certaine manière, Twain conversait avec elle-même. Poursuivons notre périple et plongeons dans la fosse océanique la plus profonde du globe, la fosse des Mariannes. Ce gouffre immense, situé au sud du Japon, s'étend sur plus de 2400 km et atteint une profondeur vertigineuse de près de 11 000 mètres à son point le plus bas. Pour vous donner une idée de cette échelle, la hauteur du Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut du monde, représente à peine un dixième de cette profondeur. Imaginez maintenant ceci. Dans cette obscurité abyssale, des chercheurs ont capté un son singulier. Contrairement au bioduck, ce bruit évoquait une ambiance de science-fiction. Avec un grondement sourd suivi d'un ping métallique, semblable au bruit des vaisseaux spatiaux dans les films. Les scientifiques ont baptisé ce phénomène mystérieux les sons de Biotwang. Ce son insolite a été détecté pour la première fois en 2014 lors d'une étude acoustique menée dans la fosse des Mariannes. Les chercheurs ont rapidement localisé son origine, les baleines, plus précisément les rorquals de bride. Grâce à l'intelligence artificielle, ils ont analysé près de 200 000 heures d'enregistrements marins et ont identifié des correspondances avec un groupe de ces rorquals. Comme de nombreuses espèces animales, ces baleines utilisent des sons pour communiquer. Mais devinez ce qu'on a également découvert au fond de la fosse des Mariannes? Une bouteille en plastique. Inutile d'accuser un kraken, une baleine ou une créature mythique quelconque. Cette bouteille est, sans surprise, le fruit de l'activité humaine. Mais ce sujet mérite une vidéo à part entière. Passons maintenant à un autre son intrigant. Cette fois, il ne s'agit pas de baleines, mais d'un bruit mystérieux enregistré dans le coin le plus isolé de la planète. Ce site porte le nom de Point Nemo, et sa solitude est légendaire. Niché dans l'océan Pacifique Sud, Point Nemo est l'endroit le plus éloigné de toute Terre, l'île la plus proche se trouvant à 2700 km. Peu importe la direction, cette distance reste à peu près la même. En outre, cet isolement est accentué par l'absence presque totale de vie marine, car les courants marins, et donc les nutriments, y sont extrêmement rares. En quelque sorte,
le Point Nemo est un véritable désert aquatique. Ainsi, en 1997, des océanographes ont capté un son étrange et angoissant provenant des profondeurs aux abords du Point Nemo. Ce bruit, aussi colossal qu'inquiétant, a été surnommé The Bloop. Lorsque les journalistes ont pris connaissance du phénomène, des théories extravagantes ont vu le jour à travers le monde. La plus populaire suggérait qu'un monstre marin gigantesque, peut-être un kraken ou une autre créature de légende, était à l'origine de ce bruit. Cependant, l'engouement pour le bloop n'a pas duré, car les scientifiques ont fini par en élucider la cause. Il s'est avéré que l'origine du bloop était un iceberg. Lorsque ces masses de glace se fissurent et s'effondrent, elles produisent des sons à très basse fréquence, pouvant être détectés à de grandes distances. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont enregistré d'autres icebergs et ont entendu des sons similaires. À propos, le Point Nemo est si isolé que les agences spatiales y abandonnent leurs satellites en fin de vie. Ces objets tombent simplement dans l'océan, avec 99% de chances qu'aucun humain ni animal ne soit touché par les débris. C'est pourquoi cet endroit est surnommé le cimetière des satellites. Mais que se passerait-il si un vaisseau extraterrestre tombait un jour dans le Point Nemo? Et s'il y était déjà tombé et envoyait parfois des signaux de détresse à travers l'océan? Tous les mystères évoqués jusqu'ici ont été résolus. Que diriez-vous de terminer cette vidéo avec un phénomène qui demeure inexpliqué? Voici Upsweep, l'un des sons les plus énigmatiques jamais enregistrés dans l'océan. Ce bruit est constitué d'une série de tonalités ascendantes et courtes, répétées à des intervalles de quelques secondes. Le son a été détecté pour la première fois en 1991 grâce à des hydrophones déployés dans l'océan Pacifique. Initialement, les océanographes ont supposé qu'il pouvait être lié à une activité volcanique ou à des séismes sous-marins. Cependant, la nature saisonnière du son et les variations de son intensité en fonction des périodes de l'année ont rapidement invalidé ces hypothèses. Les chercheurs ont ensuite exploré des théories biologiques et ont reporté leur attention sur les migrations et les comportements des animaux marins au fil des saisons. Malgré toutes ces tentatives, l'origine de Upsweep reste inconnue. Certaines études émettent l'hypothèse qu'il pourrait être lié à des espèces de poissons ou d'autres créatures marines utilisant ces sons pour communiquer ou s'orienter. Mais aucune preuve n'a encore été apportée à ce jour. Nombre de créatures d'épouvante pullulent, bien loin de la surface, comme ce vampire des abysses, qui vit à près de 1000 mètres de profondeur, dans une obscurité quasi totale. Ce calmar possède une cape semblable à celle d'un vampire, et c'est à cela qu'il doit son surnom. Dans les profondeurs de l'océan, il ne peut pas utiliser d'encre pour se défendre. Cet animal a donc développé une tactique inhabituelle. Il se met à luire légèrement pour effrayer ses prédateurs. Si cette tactique échoue, le vampire des abysses peut retourner son corps comme un gant, révélant de petites épines. Son nom scientifique de Vampirotetis infernalis se traduit littéralement par « calmar, vampire des enfers ». Mais en dépit de son aspect terrifiant, c'est une créature marine parmi les plus inoffensives. La créature que nous venons d'évoquer ne venait pas de l'espace, mais cet objet-ci en revient très certainement. Avant que SpaceX ne se mette à concevoir des fusées réutilisables, la NASA se contentait simplement de larguer les anciennes après avoir propulsé ses astronautes dans l'espace, la plupart du temps au-dessus d'un océan ou d'un désert. En 2012, une expédition financée par Jeff Bezos s'est mise en quête de la fusée d'Apollo 11. On est parvenu à la retrouver au moyen de sonar, mais elle était dans un état déplorable. Elle gisait au fond de l'océan, non loin du site prévu. L'équipe est néanmoins parvenue à sauver l'un des moteurs et à en reconstruire deux. La cité perdue la plus célèbre est bien évidemment l'Atlantide, mais hélas, nous ne l'avons toujours pas découverte. Cependant, la cité de Thonis Héracléon n'était également qu'un mythe jusqu'à ce qu'un pilote britannique aperçoive quelque chose qui ressemblait à une ville engloutie en survolant la mer Méditerranée. Il l'a signalé, et 60 ans plus tard, une équipe de plongeurs s'y est rendue. Ils ont été stupéfaits de découvrir une cité tout entière sous les eaux.
Elle regorgeait d'artefacts qui pourraient nous en dire long sur l'histoire de ces lieux. Aujourd'hui, c'est l'un des sites archéologiques sous-marins les plus prisés au monde. On pense que c'est la montée des mers qui aurait entraîné toute la ville sous les flots. Le Titanic a coulé en 1912 et son épave n'a été officiellement retrouvée que 74 ans plus tard. Mais en réalité, c'est un pêcheur qui aurait découvert le Titanic 8 ans plus tôt, alors qu'il pêchait dans l'océan Atlantique. Il remontait ses filets quand il a vu qu'une tête y était coincée. Fort heureusement, ce n'était que la tête d'une poupée. Des années plus tard, bien après le décès du pêcheur, son fils a fini par revendre cette poupée à une collectionneuse. Après de nombreuses recherches sur chaque personne qui possédait un jouet en porcelaine à bord du Titanic, elle a enfin retrouvé sa propriétaire. Une certaine Eva Hart se trouvait à bord et avait avec elle une poupée. Eva avait survécu à la catastrophe par miracle, mais pas son jouet. Elle avait même écrit au sujet de la poupée dans son journal, et chaque détail correspondait mot pour mot à la découverte du pêcheur. Le poisson trépied vit dans les profondeurs de la zone abyssopélagique, à environ 6000 mètres sous la surface. Il est adapté à la vie dans les abîmes et utilise ses nageoires et chasses pour demeurer au fond, immobile. Cette créature n'a pas de grands yeux, mais même si elle en avait, ceux-ci ne seraient guillemets d'aucune utilité dans l'obscurité. Au lieu de cela, le poisson trépied utilise ses nageoires comme des antennes pour détecter tout mouvement dans l'eau. Cette créature n'a pas beaucoup de chance en ce qui concerne sa vie amoureuse. Elle a donc dû développer des tactiques uniques pour se reproduire. C'est ainsi que ces poissons sont devenus hermaphrodites. L'étrange créature suivante est le poisson lézard. Sa grande bouche est bardée de dents tranchantes comme des lames de rasoir et surplombée de grands yeux globuleux qu'il utilise pour la chasse. Tout cela rend l'animal proprement terrifiant. Le poisson lézard vit à une profondeur d'environ 3300 mètres, dans la zone bathypélagique où aucune lumière ne filtre. Cette aberration de la nature se nourrit essentiellement de tout ce qui peut entrer dans sa bouche, des petits poissons aux autres poissons lézards. D'un autre côté, s'ils ont la chance d'apercevoir l'un de leurs congénères, ils en tombent probablement amoureux, car trouver un partenaire à de telles profondeurs n'est pas une tâche aisée. Tout comme le poisson trépied, le poisson lézard peut être à la fois mâle et femelle. Quand vous pensez à une rivière, vous l'imaginez généralement sur Terre. Cependant, la nature peut parfois se montrer imprévisible. Et elle a créé une rivière qui coule sous l'océan au large de la Californie. Elle s'écoule à une profondeur d'environ 3000 mètres. Cette rivière sous-marine possède toutes les caractéristiques d'une rivière ordinaire, des troncs immergés, des arbres et des rochers. Et malgré son aspect unique, elle n'est pas la seule au monde. Il y en a aussi une en Amazonie, ainsi qu'au Groenland. Une créature terrifiante a été découverte près des côtes d'Angola par un véhicule télécommandé. On dirait qu'elle n'a ni tête ni corps. Elle se trouvait à une profondeur d'environ 1300 mètres sous la surface. Après avoir effectué quelques recherches, les scientifiques en ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'une créature de science-fiction. C'était juste un amas de siphonophores agglutinés ensemble. En 2015, un homme plongeait au large de Césarée lorsque quelque chose de brillant a attiré son attention. Il a tendu la main, s'en est saisi et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une pièce d'or. Après cela, il a examiné le fond marin et s'est aperçu qu'il y en avait encore davantage. Il a signalé sa découverte aux autorités locales, qui en ont conclu qu'il avait mis la main sur un ancien trésor arabe. Les pièces étaient en or massif de 24 carats et datant de près d'1 millier d'années. Mais en raison de la salinité et de la température idéale de l'eau, elles semblaient comme neuves. Ces pièces provenaient de la cargaison d'un navire qui avait été pris dans une tempête et avait malheureusement coulé. L'une des choses les plus étranges jamais découvertes a été retrouvée dans la mer Baltique. C'est une curiosité qui semble avoir été conçue par une civilisation extraterrestre. Ce sont des chercheurs suédois qui sont tombés dessus et ils n'avaient pratiquement aucune idée de ce que c'était. Il leur a fallu demander l'avis de nombreux autres scientifiques. Lorsque vous regardez cette formation d'en haut, elle mesure 60 mètres de long et ressemble à s'y méprendre à un vaisseau spatial écrasé. Il est difficile de croire qu'il s'agisse d'une formation naturelle.
Mais au risque de vous surprendre, elle a absolument été créée par la nature, car la mer Baltique n'a cessé de l'éroder au fil du temps. Le plus probable, c'est que cette formation bizarre soit le résultat d'un tel processus. Un groupe de plongeurs à Madagascar a été sidéré de découvrir ce monstrueux couteau de plus de 2 mètres au fond de l'océan. Les théories n'ont pas tardé à se bousculer. Et beaucoup ont affirmé que ce couteau aurait appartenu à quelques géants qui auraient combattu des mégalodons et vécu sur Terre il y a des milliers et des milliers d'années. Ça pourrait faire une belle histoire, mais ce couteau n'était probablement qu'un accessoire de cinéma perdu en mer. L'un des animaux les plus étranges de l'océan est le requin lézard. On croit que ce poisson serait à l'origine de toutes les histoires de serpents marins relatées par les explorateurs du passé. Ces poissons vivent généralement dans les abysses, mais ils peuvent parfois être aperçus dans des eaux moins profondes. C'est extrêmement rare, mais cela reste possible. Le requin lézard a une grande bouche qui arbore près de 300 dents. Il possède également un long corps semblable à celui d'un lézard, et il s'agit d'une espèce de requin vraiment unique. Sa proie peut mesurer jusqu'à la moitié de sa propre taille, car l'estomac de ce requin est semblable à celui d'un serpent, capable d'avaler d'énormes poissons et crustacés. Apercevoir quelques vers de terre dans votre jardin n'est pas bien grave, mais après avoir vu un ver de 8 mètres de long dans l'océan, vous risquez de mouiller encore un peu plus votre combinaison de plongée. Un tel ver est extrêmement rare, et il est complètement inoffensif pour les humains. Car en réalité ce n'est pas un ver géant. Il s'agit d'un amas de zooïdes collés ensemble dans une formation semblable à un ver. Ils ne nourrissent généralement de plancton, de bactéries et d'autres petites choses qui peuvent être glanées dans l'océan. La chose la plus effrayante dans l'océan et qui soit 100% réelle est probablement le Magna Pinna, ou calmar araignée. Il peut être trouvé à une profondeur folle de plus de 6000 mètres sous la surface. Ce monstre ressemble à une sorte de Slenderman sous-marin. Mais c'est juste un calmar avec de très longs tentacules, capable d'atteindre une taille terrifiante de 2,50 mètres. Cet animal n'a été observé qu'en de rares occasions. Et en gros, nous ne savons pas grand-chose au sujet de cette créature pour le moment. Quel est le prédateur le plus effrayant de l'océan? Le crocodile? Je ne crois pas. Le monstre du Loch Ness? Je t'en prie, il n'a jamais existé. Et le Chronosaurus? Il a disparu, mais tu n'es pas loin du compte. Voyons ce qui se passerait si ces monstres existaient encore aujourd'hui. Tout d'abord, à quoi diable ressemblait-il? Le Chronosaurus était un carnivore marin qui vivait dans la mer intérieure d'Eromanga, une mer fraîche de haute latitude. Elle couvrait de vastes zones de l'intérieur de l'Australie au début du Crétacé, il y a 90 à 120 millions d'années. Des fossiles presque complets de cette créature ont aussi été découverts en Colombie, un pays connu pour avoir hébergé de nombreux reptiles et tortues préhistoriques. Ceci laisse à penser que le monstre que je vais décrire a pu exister dans le monde entier. En entendant Saurus, tu as peut-être pensé que je parlais d'un dinosaure, mais il s'agissait en fait d'un reptile. Ils étaient les plus grands membres de la famille des pliosaures. Les fossiles retrouvés suggèrent qu'il pesait plus de 10 tonnes et mesurait environ 10 mètres de long. Pour échelle, le plus grand crocodile jamais mesuré était un crocodile marin du nom de Lolong, aux Philippines. Il mesurait 6 mètres de long et pesait un peu plus d'1 tonne. Il était donc presque 2 fois moins long et beaucoup plus léger qu'un Chronosaurus moyen. Ce qui fait que ce crocodile passerait pour un poisson rouge à côté de ce géant. Malgré sa longueur terrifiante, la caractéristique la plus redoutable du Chronosaurus était sa tête. Son crâne mesurait environ 2,5 mètres de long, ce qui était proportionnellement très grand, compte tenu de la taille de son corps. Tout ce qui a eu le malheur de se retrouver dans la gueule d'un Chronosaurus a dû avoir de faux espoirs. Après tout, ses dents n'étaient pas vraiment tranchantes. Mais à vrai dire, je ne me sentirais pas si confiant face à un serpent édenté et encore moins devant la gueule de ce monstre. Il est vrai que les dents du Chronosaurus n'étaient pas si pointues, surtout comparées à celles d'autres reptiles carnivores, comme les crocodiles et les alligators. Les dents de cette créature préhistorique étaient plutôt de forme conique. Mais cet aspect ne les rendait pas moins dangereuses. Ces énormes dents pouvaient mesurer jusqu'à 30 cm de long,
Cela signifie aussi que le Chronosaurus avait une morsure extrêmement puissante. On estime qu'elle pouvait atteindre 30 000 newtons, soit presque 2 fois plus que la morsure d'un grand crocodile marin. En raison de leur forme émoussée, ces dents n'étaient pas bien adaptées pour lacérer leur proie une fois saisie. Mais leur taille et leur forme les rendaient parfaites pour une simple morsure par claquement qui pouvait facilement écraser des objets rigides, tels que les carapaces de tortues de mer les plus dures qui soient. Tout comme les crocodiles, le Chronosaurus avait un cou très court. Il s'agit peut-être d'un trait évolutif lui permettant d'attraper de petits animaux qui tenteraient de fuir. Son corps était fusiforme et profilé, ce qui signifie qu'il était plus fin aux 2 extrémités et donc qu'il offrait très peu de résistance à l'eau. Il était également pourvu de 4 nageoires en forme de pagaie. Les postérieures étaient plus grandes que les antérieures. Elles pouvaient atteindre 2 mètres d'envergure. Tout cela permettait au Chronosaurus de se propulser sous l'eau sans faire l'effort, faisant de lui un prédateur ultime. Tu connais le Predator X ? C'est le nom qui a été donné au fossile d'une créature découverte en 2009 près de Svalbard, un groupe d'îles norvégiennes. Ce fossile a été identifié comme appartenant à un monstre de 15 mètres de long, pesant 45 tonnes et ayant une force de morsure de plus de 2 tonnes par centimètre carré, soit la plus forte de tous les animaux connus. Bien que le Predator X n'ait pas encore été classé dans un groupe spécifique, il s'agissait certainement d'un pliosaure comme le Chronosaurus. Quoi qu'il en soit, le Chronosaurus était sans aucun doute un véritable titan qui arpentait les mers sans relâche. Il tire d'ailleurs son nom du personnage mythologique de Cronos, le père de Zeus qui était considéré comme le maître des titans, une génération d'êtres quasi divins. De quoi se nourrissait donc le terrifiant Chronosaurus pour satisfaire son appétit? Ce monstre était connu pour se repaître de tortues de mer, de calmars et d'autres grands reptiles marins de l'époque, comme les élasmosaures et les ichthyosaures. Cela suggère que si des crocodiles existaient dans son royaume, il les aurait aussi mangés. Les fossiles du Chronosaurus indiquent qu'il mangeait aussi des requins. C'est sûrement une grande déception pour ceux qui considéraient cet animal comme le roi des océans, car ce n'était pas tellement le cas quand le Chronosaurus était encore là. Quoi qu'il en soit, broyer toutes sortes d'aliments en petits morceaux pour mieux les digérer aurait été difficile sans avoir ces petites dents. Ceci explique d'ailleurs la présence de pierres arrondies dans les restes de ces créatures marines. Les chercheurs pensent que ces pierres ont pu être avalées pour contrôler la flottabilité ou pour aider à transformer la nourriture. Il est aussi possible qu'elles aient été avalées accidentellement en attrapant d'autres animaux au fond de la mer. Comme si sa puissance et sa taille n'étaient pas assez terrifiantes, il y a des preuves qui indiquent que le Chronosaurus était aussi un brin vicieux. Il s'avère qu'après avoir utilisé tous ses attributs pour attraper son repas, le Chronosaurus aimait jouer avec sa nourriture, comme un chat avec une souris. Je suppose que la chasse était tellement facile qu'il avait bien besoin de s'amuser un peu. Tu dois maintenant te faire une idée de ce à quoi ressemblait cette créature, non? Alors imaginons comment serait le monde s'il était encore là aujourd'hui. Et d'ailleurs, pourquoi ne serait-il plus là? Le Chronosaurus a été anéanti par la même météorite KT qui a emporté les dinosaures il y a 66 millions d'années. Mais même avant cet événement catastrophique, il subissait une énorme pression de la part d'une famille de reptiles marins carnivores encore plus grande et plus vicieuse que la sienne, les mosasaures. On dit bien qu'on finit toujours par tomber sur plus fort que soi, non? Mais si cela n'était jamais arrivé et qu'ils existaient encore, tu imagines l'impact que cela aurait sur le tourisme maritime? Si l'on se base sur l'impact qu'ont eu les films sur les requins et les orques, imagine aller à la plage quand tu sais qu'un Chronosaurus rôde peut-être dans les parages. Cette même créature qui mange des requins et des baleines au petit déjeuner. Les plages deviendraient certainement l'endroit idéal pour se balader, tranquillement, car plus personne ne viendrait pour s'y baigner. Et qu'en serait-il des activités comme la navigation de plaisance, le surf et la plongée? Tu crois que quelqu'un oserait s'y risquer tout en sachant qu'un monstre de 10 mètres de long pourrait être tapi juste en dessous? Soyons objectifs et supposons que la plupart des gens n'oseraient pas. Cela paralyserait l'industrie mondiale du tourisme maritime, qui rapporte environ 143 milliards de dollars par an. Pour que ça te parle mieux, sache que le yacht le plus cher qui ait jamais navigué s'appelait le History Supreme.
Sa chambre principale était dotée d'une statue en os de T-Rex, d'un mur de météorites et d'un aquarium mural panoramique qui fait d'or 24 carats. Ce yacht valait près de 5 milliards de dollars, ce qui signifie qu'on aurait pu s'en payer 28 avec l'argent potentiellement perdu en un an à cause du Chronosaurus. Je suis sûre que le propriétaire de ce yacht était heureux que cette bête n'ait jamais décidé de s'inviter dans son aquarium de luxe. L'History suprême, qui aurait appartenu à un génie des affaires malaisien, était même tellement luxueux que certains pensent qu'il n'a jamais existé. La rumeur veut qu'il s'agisse simplement d'un canular élaboré par le supposé concepteur. Mais revenons à nos moutons. Les gens seraient en grand danger qu'ils soient près de l'océan ou non. Je ne dis pas que cette chose se ferait pousser des pattes pour venir nous dévorer sur la terre ferme. Je veux juste souligner les dégâts que le Chronosaurus causerait par son impact sur le commerce maritime. En Amérique, le fret maritime représente 76% du commerce national. De plus de 100 produits pharmaceutiques vitaux proviennent de la mer. Je vais aussi énoncer une évidence en rappelant que l'océan représente une énorme source de nourriture pour nous autres humains. La présence du Chronosaurus pourrait avoir un impact important sur notre rapport avec l'océan, un espace que nous avons un peu trop tendance à considérer comme acquis. Les océans sont parmi les endroits les plus fascinants de la Terre. Ils ne sont pas seulement magnifiques, mais aussi dangereux. Nous avons tous entendu parler des grands requins blancs, des calmars géants, des fortes tempêtes et du redoutable triangle des Bermudes. Mais il y a quelque chose d'encore plus terrifiant que tout ça. Il s'agit des vagues scélérates. Le yacht à 4 passagers mignonnettes navigue à travers le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Une tempête fait rage, mais le yacht la surmonte avec succès. Le soir, le vent s'est complètement calmé, la mer est paisible, l'équipage épuisé va se reposer. À ce moment, semblant sortir de nulle part, une vague de 12 mètres apparaît et s'abat sur le yacht avec une force colossale. Le yacht ne résiste pas et coule. Heureusement, les passagers s'échappent dans un canot de sauvetage. Pendant les 24 jours suivants, ils dérivent en pleine mer, jusqu'à ce qu'ils soient recueillis par un navire de passage. Personne n'a cru l'histoire des passagers survivants au sujet de cette énorme vague. Ce n'est pas l'intrigue d'un film à suspense, mais un événement réel qui s'est produit le 5 juillet 1884. Imagine maintenant que tu navigues sur un yacht moderne en pleine mer. Le soleil brille de mille feux, il n'y a pas un seul nuage à l'horizon. La mer est limpide et calme, qu'est-ce qui pourrait aller mieux ? Soudain, tu entends un grondement très fort. En 2 à 3 secondes, une énorme vague de 10 mètres apparaît à la surface calme de la mer et vient s'écraser sur ton yacht. Heureusement, le bateau parvient à rester à flot et la vague disparaît aussi soudainement qu'elle est apparue. C'est aussi un cas réel qui est arrivé au propriétaire du yacht, Kayla Erin, le 17 juin 2018. Ces vagues ont différents noms. Blanche, rebelle, vagabonde, monstre. Mais quel que soit le qualificatif, elles sont tout sauf amusantes. Une rencontre avec une telle vague se termine généralement par un naufrage. Sirène, monstre marin, la colère de Poséidon, voici comment les gens ont tenté d'expliquer l'apparition de vagues massives dans les temps anciens. Christophe Colomb a été le premier à écrire une note sur une vague scélérate en tant que phénomène naturel. En août 1498, son équipage explorait les côtes des Indes occidentales, baptisées plus tard Amérique, quand soudain, tous les membres de l'expédition ont entendu un rugissement assourdissant, puis une vague imposante de 27 mètres est apparue de nulle part. Heureusement, la vague est passée et Christophe Colomb a pu continuer son chemin. Après cela, de nombreux témoignages ont été enregistrés sur ce phénomène, mais personne n'a cru les marins. Les sirènes, le kraken et maintenant les vagues monstres ? Allons, messieurs, c'était la réaction typique à quiconque prétendait avoir été témoin de ces vagues cauchemardesques. Même lorsqu'une vague scélérate de 23 mètres s'est soudainement abattue sur le paquebot britannique Queen Mary en 1942, les 15 000 personnes qui ont survécu pour raconter cette histoire ont rarement été prises au sérieux. Ce n'est qu'en 1995 qu'une vague scélérate a été officiellement enregistrée avec des instruments spéciaux. Ce jour-là, une vague de 26 mètres a frappé la plateforme gazière norvégienne Draupner.
Afin d'étudier la nature de ces vagues, en 2000, l'Union européenne a créé un projet international appelé MaxWave. Dans le cadre de ce projet, les scientifiques ont lancé 2 satellites pour surveiller les océans du monde entier. Cependant, ils se sont retrouvés avec plus de questions que de réponses. Il existe une théorie spéciale des vagues, selon laquelle plus la vague est grande, moins elle a de chances d'apparaître. Les satellites de MaxWave ont réussi à enregistrer des vagues allant jusqu'à 25 mètres de haut. Mais voici la partie la plus intéressante. Une telle vague ne devrait apparaître que tous les 200 ans. Pourtant, les satellites ont découvert pas moins de 10 vagues monstrueuses au cours de leurs 3 premières semaines de fonctionnement. 19 ans se sont écoulés depuis et nous en savons toujours très peu. Le pire, c'est que les scientifiques n'ont aucune idée sur la façon de prédire à l'avance l'apparition de telles vagues. Les radars et les sonars modernes ont enregistré les proportions de ces vagues. Leur hauteur va de 12 à 50 mètres. Leur vitesse peut atteindre 100 km/h et leur durée de vie va de 20 secondes à 2 minutes. Bien que les informations soient rares, les scientifiques ont réussi à diviser ces vagues en 3 types. Le premier type est la vague blanche classique. Elle apparaît non seulement lors d'une tempête, mais aussi sur une mer calme. Après une apparition inattendue, elle se dissout aussi soudainement dans l'eau et ne laisse aucune trace. Le deuxième type est la vague 3 sœurs. Tu l'as deviné, il s'agit de 3 vagues consécutives dont l'une est plus massive que les autres. Même un énorme supertanker pourrait être brisé par le poids de l'eau s'il était pris dans de telles vagues. Le troisième type est la vague monstre. De ces 3 types, cette dernière est la plus dangereuse et la plus imprévisible. Imagine un immeuble de 15 étages fait d'eau. Un spectacle incroyable à n'en pas douter, mais il ne vaut mieux pas se retrouver dessous. Tu pourras trouver de nombreuses vidéos de vagues scélérates sur YouTube. Mais attends d'avoir fini de regarder celle-ci. Qu'est-ce qui provoque l'apparition de ces vagues solitaires? Personne ne le sait avec certitude. Les vagues scélérates sont-elles de la même nature que les tsunamis? Absolument pas. Les tsunamis se produisent à la suite de tremblements de terre sous-marins et grossissent à mesure qu'ils se rapprochent de la côte. Certains pensent qu'elles apparaissent lorsque le courant marin de surface rencontre un fort vent de face. D'autres sont persuadés que les vagues scélérates naissent de la collision de courants chauds et froids. D'autres encore sont convaincus que cela se produit à cause d'anomalies gravitationnelles, lorsque la gravité diminue ou augmente fortement. Il y a aussi la théorie de l'interférence des vagues. De petites vagues se combinent pour en former une grande, comme une boule de neige. Mais la théorie la plus intéressante est que les vagues se forment à cause de vampirisme cinétique. Selon cette version, dans certaines conditions naturelles, les vagues acquièrent la capacité d'échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il y aura une vague vampire qui absorbera l'énergie des autres. Après avoir accumulé suffisamment d'énergie, la vague vampire l'expulse. Cette théorie explique la force de l'impact et sa disparition soudaine. Certains océanographes pensent que les vagues scélérates sont responsables de la disparition des navires dans l'endroit le plus mystérieux de l'océan Atlantique, le triangle des Bermudes. Et s'il est probable que des vagues scélérates y apparaissent périodiquement, il est impossible de les considérer comme la principale solution au mystère du triangle. En plus des bateaux, des avions y disparaissent aussi. Or, il est peu probable que les vagues puissent les atteindre. Pour ajouter encore plus de mystère au phénomène, ces vagues apparaissent non seulement dans les mers et les océans, mais aussi dans les lacs. Elles ont été enregistrées à de nombreuses reprises à la surface des grands lacs américains. Sur le lac supérieur, le plus grand de tous les grands lacs, l'apparition de vagues 3 sœurs a même été enregistrée plusieurs fois. En plus des vagues scélérates, les marins ont rapporté un phénomène encore plus terrible, les creux de mer. Imagine une très grosse vague, mais inversée. Elle passe sous la surface, formant un immense creux dans la mer. Toutefois, contrairement aux vagues scélérates, de tels creux n'ont jamais été officiellement enregistrés. Les vagues scélérates peuvent être tout aussi dangereuses en formant des trous de mer dans l'eau. En effet, lorsque la vague se forme, elle attire toute l'eau qui l'entoure, si bien que près de la base, ces trous peuvent être très profonds. Si la proue ou la poupe d'un navire se retrouve dans l'un d'eux, le navire peut instantanément couler. Le film Les Dents de la Mer devrait avoir une suite intitulée Les Vagues Monstres. Qui se soucie des requins désormais quand à tout moment une vague de la taille d'un gratte-ciel peut se précipiter vers ton bateau?
Te souviens-tu du film intitulé « L'aventure du Poséidon » ? Il relate la façon dont une vague scélérate a fait chavirer le paquebot. S'il n'y a aucun moyen d'anticiper les vagues scélérates, tu peux toutefois réduire considérablement le risque d'en rencontrer une. Étudie l'histoire et les relevés météorologiques de la zone que tu veux visiter. Le plus souvent, les vagues scélérates se forment au large de la côte est de l'Afrique, dans l'océan Indien et dans l'Atlantique Nord. D'ailleurs, c'est là, en 1985, au phare de Fastnet Rock, que la plus haute vague jamais enregistrée a été aperçue. Sa hauteur a atteint 48 mètres. Si les vagues scélérates ne te font pas peur et que tu es déterminé à prendre la mer, alors surveille les changements météorologiques et surtout, regarde souvent l'horizon. Des vagues isolées peuvent apparaître au loin, tu as donc une chance de les éviter. Voilà, tu devrais maintenant avoir une idée un peu moins vague de ce que sont les vagues scélérates. Vous plongez dans les eaux glacées et obscures de l'Antarctique. Une obscurité bleutée, presque surnaturelle, vous enveloppe, évoquant l'immensité de l'espace. Dans ces profondeurs inhospitalières, là où vous ne vous attendriez jamais à rencontrer une âme vivante, un bruit soudain et étrange surgit. Un cri semblable au cancanement d'un immense canard tapi dans les abysses. En 1960, des chercheurs ont capté pour la première fois ce son énigmatique, qu'ils ont baptisé Bioduck. Un choix ingénieux. Pendant des décennies, ils ont cherché à percer le mystère de son origine. Était-ce un kraken, un vaisseau spatial échoué au fond des mers, une créature marine inconnue ou un canard colossal? Les hypothèses, toutes plus fantasques les unes que les autres, se sont multipliées. Les océanographes ont repéré des sons analogues dans d'autres régions. Non loin des côtes ouest de l'Australie et aux abords de la Nouvelle-Zélande, ils ont enregistré des signaux similaires, bien que plus aigus, qu'ils ont nommés biogoose. Avec de telles appellations, l'atmosphère étrange et mystérieuse de cette histoire semble vite s'estomper. Ces sons n'étaient toutefois pas des événements isolés, mais se reproduisaient à intervalles réguliers. La fréquence des émissions suggérait à beaucoup une origine mécanique. Cependant, l'étude des océans au cours de la seconde moitié du XXe siècle était entravée par les limites technologiques de l'époque. Malgré ces défis, les chercheurs ont poursuivi leurs investigations sur Bioduck et Biogoose, mus par une insatiable curiosité scientifique. Au fil des années, l'accumulation de données a alimenté les spéculations, jusqu'à ce que les chercheurs percent enfin le mystère. Bioduck s'est révélé être une forme de communication biologique. En observant ces signaux répétés, les scientifiques ont noté qu'ils ne se superposaient jamais. Lorsqu'une source parlait, les autres demeuraient silencieuses. Cela laissait penser à une communication structurée. La question restait alors de savoir quelle créature marine utilisait un tel système, fondé sur des variations de fréquences sonores. La réponse, comme certains l'avaient deviné, était les baleines. Les scientifiques ont comparé le son Bioduck de l'Antarctique aux appels des baleines de Minke et ont relevé des similitudes frappantes. Les sons Biogoose enregistrés au large des côtes australiennes et néo-zélandaises semblaient provenir d'autres espèces ou de jeunes baleines de Minke. Néanmoins, cette découverte n'a fait qu'amplifier le mystère. Quel pouvait être le rôle de ces sons? Les baleines discutaient-elles de leurs repas? Se moquaient-elles des humains qui enregistraient leur voix? Ou échangeaient-elles des réflexions philosophiques sur l'univers? Les possibilités étaient infinies, mais la révélation la plus fascinante était l'idée que l'humanité pourrait, un jour, communiquer avec ces créatures majestueuses. Communiquer avec les baleines n'est plus une utopie. Des chercheurs de l'Université de Californie ont déjà établi un contact avec une baleine à bosse nommée Twain. Lors d'une expérience novatrice, ils ont réussi à entretenir une conversation de 20 minutes avec ce mammifère marin. Voici les étapes qu'ils ont suivies. Les spécialistes ont entrepris une expédition sur les côtes de l'Alaska, où ils ont capté les sons d'un groupe de baleines à bosse. Ils ont ensuite diffusé ces enregistrements via des haut-parleurs dans l'océan. Les sons s'apparentaient à une sorte de salutation, un équivalent de « Salut, ça va ?» dans le langage des baleines. Ces échanges sont généralement utilisés par les baleines pour s'appeler ou indiquer leur position. Peu après avoir émis les signaux, les chercheurs ont reçu une réponse. Twain s'est rapproché du bateau, l'a contourné et a répliqué avec un « salut » à sa manière.
Ce fut le début de la première véritable conversation entre une baleine et des humains. Pendant 20 minutes, les chercheurs ont transmis 36 signaux à Twain, et elle a répondu à chaque fois. Elle respectait même des intervalles avant de répondre. Concrètement, l'équipe attendait 10 secondes après chaque réponse avant d'envoyer un nouveau signal. Il semble que Twain était une interlocutrice particulièrement attentive. Était-elle une jante dame des océans? Qui sait? Ou peut-être était-elle simplement intriguée par cette interaction inhabituelle. Les signaux utilisés provenaient d'un groupe de baleines auquel appartenait Twain. Il est probable que les chercheurs aient utilisé les propres enregistrements de Twain pour communiquer avec elle. D'une certaine manière, Twain conversait avec elle-même. Poursuivons notre périple et plongeons dans la fosse océanique la plus profonde du globe, la fosse des Mariannes. Ce gouffre immense, situé au sud du Japon, s'étend sur plus de 2400 km et atteint une profondeur vertigineuse de près de 11 000 mètres à son point le plus bas. Pour vous donner une idée de cette échelle, la hauteur du Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut du monde, représente à peine un dixième de cette profondeur. Imaginez maintenant ceci. Dans cette obscurité abyssale, des chercheurs ont capté un son singulier. Contrairement au bioduc, ce bruit évoquait une ambiance de science-fiction. Avec un grondement sourd suivi d'un ping métallique, semblable au bruit des vaisseaux spatiaux dans les films. Les scientifiques ont baptisé ce phénomène mystérieux les sons de Biotwang. Ce son insolite a été détecté pour la première fois en 2014 lors d'une étude acoustique menée dans la fosse des Mariannes. Les chercheurs ont rapidement localisé son origine, les baleines, plus précisément les rorquals de bride. Grâce à l'intelligence artificielle, ils ont analysé près de 200 000 heures d'enregistrements marins et ont identifié des correspondances avec un groupe de ces rorquals. Comme de nombreuses espèces animales, ces baleines utilisent des sons pour communiquer. Mais devinez ce qu'on a également découvert au fond de la fosse des Mariannes? Une bouteille en plastique. Inutile d'accuser un kraken, une baleine ou une créature mythique quelconque. Cette bouteille est, sans surprise, le fruit de l'activité humaine. Mais ce sujet mérite une vidéo à part entière. Passons maintenant à un autre son intrigant. Cette fois, il ne s'agit pas de baleines, mais d'un bruit mystérieux enregistré dans le coin le plus isolé de la planète. Ce site porte le nom de Point Nemo, et sa solitude est légendaire. Niché dans l'océan Pacifique Sud, Point Nemo est l'endroit le plus éloigné de toute Terre, l'île la plus proche se trouvant à 2700 km. Peu importe la direction, cette distance reste à peu près la même. En outre, cet isolement est accentué par l'absence presque totale de vie marine, car les courants marins, et donc les nutriments, y sont extrêmement rares. En quelque sorte, le Point Nemo est un véritable désert aquatique. Ainsi, en 1997, des océanographes ont capté un son étrange et angoissant provenant des profondeurs aux abords du Point Nemo. Ce bruit, aussi colossal qu'inquiétant, a été surnommé The Bloop. Lorsque les journalistes ont pris connaissance du phénomène, des théories extravagantes ont vu le jour à travers le monde. La plus populaire suggérait qu'un monstre marin gigantesque, peut-être un kraken ou une autre créature de légende, était à l'origine de ce bruit. Cependant, l'engouement pour le bloop n'a pas duré, car les scientifiques ont fini par en élucider la cause. Il s'est avéré que l'origine du bloop était un iceberg. Lorsque ces masses de glace se fissurent et s'effondrent, elles produisent des sons à très basse fréquence, pouvant être détectés à de grandes distances. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont enregistré d'autres icebergs et ont entendu des sons similaires. À propos, le Point Nemo est si isolé que les agences spatiales y abandonnent leurs satellites en fin de vie. Ces objets tombent simplement dans l'océan, avec 99% de chances qu'aucun humain ni animal ne soit touché par les débris. C'est pourquoi cet endroit est surnommé le cimetière des satellites. Mais que se passerait-il si un vaisseau extraterrestre tombait un jour dans le Point Nemo? Et s'il y était déjà tombé et envoyait parfois des signaux de détresse à travers l'océan? Tous les mystères évoqués jusqu'ici ont été résolus. Que diriez-vous de terminer cette vidéo avec un phénomène qui demeure inexpliqué? Voici Upsweep,
l'un des sons les plus énigmatiques jamais enregistrés dans l'océan. Ce bruit est constitué d'une série de tonalités ascendantes et courtes, répétées à des intervalles de quelques secondes. Le son a été détecté pour la première fois en 1991 grâce à des hydrophones déployés dans l'océan Pacifique. Initialement, les océanographes ont supposé qu'il pouvait être lié à une activité volcanique ou à des séismes sous-marins. Cependant, la nature saisonnière du son et les variations de son intensité en fonction des périodes de l'année ont rapidement invalidé ces hypothèses. Les chercheurs ont ensuite exploré des théories biologiques et ont reporté leur attention sur les migrations et les comportements des animaux marins au fil des saisons. Malgré toutes ces tentatives, l'origine de Upsweep reste inconnue. Certaines études émettent l'hypothèse qu'il pourrait être lié à des espèces de poissons ou d'autres créatures marines utilisant ces sons pour communiquer ou s'orienter. Mais aucune preuve n'a encore été apportée à ce jour.